la gauche actuellement, c'est plutôt la gauche social-démocrate, c'est des gens, on ne sait pas de quoi ils parlent. Ils vont aligner des mots comme ça, vivre ensemble, justice sociale, etc. Ça n'a aucun sens et donc ça parle à personne parce que ça ne décrit pas la réalité concrète. Alors, on est à un stade jamais atteint dans l'histoire de l'humanité d'inégalité. Et ce stade jamais atteint produit des absurdités, produit des milliardaires qui veulent faire des hôtels dans l'espace et qui envoient leurs propres fusées pour faire du tourisme spatial. Bah, quand même, pour réussir à imposer des idées aussi tordues que de penser que Bill Gates a mérité d'être milliardaire à ce point ou que Bernard Arnault a mérité, il faut quand même avoir beaucoup de gens qui travaillent dessus, parce que en fait, ça ne tombe pas du tout sous le sens. Ce qui est fou avec l'économie capitaliste, c'est qu'en plus, c'est jamais franc. Les grandes marques, elles ne vous disent pas pour le bonheur de nos actionnaires. Elles nous disent pour le bonheur de la vie, pour un monde meilleur, enfin tout ce que vous voulez. Le phénomène des bullshit jobs, c'est comparable à la bureaucratie en URSS. Les bullshit jobs, c'est la bureaucratie du capitalisme. En France, c'est très dur de dire que l'Union européenne, ça ne va pas du tout. Parce que derrière, il y a l'idée qu'on s'opposerait à l'amitié entre les peuples et à la paix dans le monde, quoi. Mais ça n'a rien à voir en plus. Nicolas Framont, bonjour. Bonjour. On est très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site d'information Élucide. Tu es sociologue de formation, tu as enseigné à la Sorbonne avec différentes spécialités telles que les conditions de travail, la sociologie des élites ou la crise de la démocratie représentative. Maintenant, tu diriges le mensuel, le trimestriel Frustration et tu as une seconde vie, encore plus dans la vie concrète, puisque tu es à temps partiel agriculteur. J'aimerais te demander pour commencer finalement, qu'est-ce que t'apporte cette double activité, d'une part intellectuelle et d'autre part, je dirais très manuelle et très concrète? Bah, je pense que ça m'apporte, ça m'a permis de fuir une situation que j'ai pas du tout aimée dans ma vie professionnelle. C'était le fait de se sentir complètement coupé de la vie réelle, ce qui arrive dans un certain nombre de métiers. Et moi, ce qui m'est arrivé quand j'ai travaillé à l'Assemblée nationale comme collaborateur de groupe parlementaire, je vivais dans un univers fermé du reste du monde et c'était exactement ce à quoi je voulais pas que ma vie ressemble. Voilà, et après, pour tout un tas de raisons personnelles et familiales, je suis retourné du coup vivre dans ma région natale et donc à participer à l'exploitation agricole de mon père qui a été reprise par mon mari. Et en fait, ce que ça m'apporte, en fait, c'est énormément ça m'aide beaucoup à écrire, par exemple, ou à diriger un magazine comme Frustration, qui se veut être un magazine qui parle de la lutte des classes. Et en fait, la lutte des classes, on y est plus confronté quand on participe à la vie de la classe laborieuse et quand on y participe physiquement que quand on la commente de haut. Et je pense que c'est un des problèmes de toute notre vie politique et notre vie intellectuelle, c'est d'avoir créé cette division du travail très très forte entre la majorité des gens et les spécialistes de la vie intellectuelle, les spécialistes de la vie politique, y compris à gauche, y compris dans la gauche radicale. En fait, la coupure, elle est nette. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup critiqué en tant que sociologue et en tant que rédacteur en chef de Frustration. Et c'était aussi une façon de me mettre en cohérence avec mes idées que de ne pas moi-même reproduire cette division du travail. Et je pense fondamentalement que la division du travail entre travail dit manuel et dit intellectuel, parce qu'en fait les deux sont toujours mêlés, et il n'y a pas de travail purement manuel qui ne soit pas intellectuel, je pense qu'elle est très nocive et qu'une société meilleure passerait par en fait l'abolition de cette frontière. En fait, ça profiterait à tout le monde parce qu'en fait, faire un travail purement intellectuel, c'est quelque chose qui assèche beaucoup, y compris la pensée. Donc pour moi, c'était très important de le faire et j'en vois vraiment les effets, quoi. Qui sont? Qui sont bon, déjà, le fait de ne pas rester dans un entre-soi social, voilà, ça c'est quelque chose qui arrive. La vie intellectuelle et politique, elle est concentrée par exemple à Paris intramuros, ça crée un effet d'entre-soi social que moi je détestais particulièrement, mais comme beaucoup de gens. Ça c'est une première chose. Et puis, il y a l'autre chose qui est de faire des activités différentes, qui permet de ne pas être trop spécialisé dans ce qu'on fait, de ne pas être trop loin de la pensée. Et moi, je sais pas, je suis très matérialiste au sens marxiste. Je pense que, en fait, quand on devient spécialiste de la pensée, on se coupe notamment de la réalité de ce qu'est le travail. Et Frustration, c'est un magazine qui parle beaucoup du travail, de ce que le travail fait aux gens. Et pour moi, c'est important que du coup, on continue tous à avoir des activités professionnelles concrètes. L'agriculture est une activité professionnelle concrète. Dans tes réflexions sociologiques, tu travailles beaucoup sur la lutte des classes. Pour toi, c'est toujours quelque chose d'actualité pour analyser, comprendre la société? Oui, c'est
c'est toujours quelque chose d'actualité et c'est encore plus d'actualité qu'au moment où ça a été théorisé. C'est ça qui est intéressant avec la lutte des classes et triste en même temps que du coup ça soit un concept qu'on associe au 19e siècle. C'est que quand on regarde la division entre capital et travail en France, elle est plus forte qu'au 19e siècle, au moment où Marx et Engels ont théorisé, même si ce n'étaient pas les seuls, mais ce qui était la lutte des classes comme moteur de l'histoire. Bien, actuellement, la société française, et d'ailleurs c'est le cas au niveau mondial, elle est vraiment fondamentalement divisée entre ceux qui travaillent ou ceux qui devraient travailler et qui n'y arrivent pas, et ceux qui possèdent les moyens de production. Et donc en fait, pour moi, c'est un prisme de compréhension du réel qui est très riche et qui permet de comprendre beaucoup de choses de notre société. Donc c'est pour ça que nous, c'est un concept qu'on tente d'activer, parce qu'il est très très opérant pour comprendre et notre vie politique et les situations quotidiennes qu'on peut vivre également. Comme pour toi, Marx est toujours d'actualité dans cette analyse, sociale. Est-ce que tu peux m'expliquer, puisqu'on entend toujours parler, oui, du déclasse, machin, mais concrètement, c'est quoi? Comment ça se définit? C'est quoi cette théorie? Et finalement, comment derrière elle s'applique toujours aujourd'hui, selon toi? Bah, la lutte des classes, déjà, ça dépasse notre propre. Il y a la lutte des classes dans le système capitaliste actuel. Bon, ce que Marx et Engels disent, c'est que la lutte des classes, c'est un moteur de l'histoire et qu'en fait, on est dans une suite de régimes politiques et économiques qui se définissent par des luttes entre dominants et dominés. Pour ce qui est de la période dans laquelle on vit, qui s'est ouverte à la fin du XVIIIe siècle et dans laquelle on est encore, c'est une période qui est caractérisée par l'existence du système capitaliste, le système capitaliste, il marque la division entre ceux qui possèdent les richesses, ceux qui possèdent les outils de production, et ceux qui travaillent, et qui n'ont quasiment que ça. Et donc, cette division, elle fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que ceux qui possèdent dirigent le travail des autres et en tirent les fruits. Et moi, je pense que c'est ça qui permet de. C'est pour moi la définition qui est la plus opérante et la plus claire. Hein. C'est de se dire que dans votre travail, que vous soyez dans le public ou dans le privé d'ailleurs, est-ce que c'est vous qui tirez le bénéfice de votre travail? Est-ce que vous en tirez profit? Et généralement, la réponse est plutôt non. Et en France, comme ailleurs, d'ailleurs, les gens ont plutôt le sentiment de ne pas être bien rémunérés pour leur travail, ou même de travailler beaucoup et de ne pas réussir à vivre correctement, ce qui était vraiment le mot d'ordre du mouvement des Gilets jaunes. Donc qui est un mouvement récent et qui est un mouvement récurrent finalement de notre histoire. Et donc cette lutte des classes, elle se définit, s'il y a lutte des classes, c'est que les deux camps mènent la lutte. Évidemment, le premier camp qui mène la lutte et qui la mène bien, malheureusement, c'est le camp de la classe dominante, c'est la bourgeoisie. Parce qu'en fait, pour nous, ça s'appelle toujours autant bourgeoisie qu'au XIXe siècle. Ce sont ceux qui tirent leur pouvoir du travail des autres. Donc ce sont ceux qui possèdent notre économie, ceux qui possèdent les grands groupes français, mais aussi les petites entreprises. Il y a diverses échelles de bourgeoisie. Et ce sont ceux qui dominent aussi le secteur public et les administrations. Parce que malheureusement, le secteur public en France, il n'est pas autogéré. Et ceux qui travaillent dans le public se rendent bien compte d'ailleurs à quel point ils se font déposséder et comme ils se font souvent maltraiter par leurs administrations. Donc vous avez ce camp-là, voilà, qui est la bourgeoisie, qui est une classe sociale, qui se vit en tant que classe, qui a certes des divisions internes fortes entre une bourgeoisie plus culturelle, une bourgeoisie plus immobilière, une bourgeoisie plus financière. Voilà, il y a plusieurs types de bourgeoisie qui tirent leur profit de diverses sources d'exploitation. L'exploitation du logement, l'exploitation des entreprises, l'exploitation du monde de la culture et des médias, par exemple. Et donc ce groupe-là, qui est un groupe qui s'inter-reconnaît clairement, qui vit dans un entre-soi, c'est un groupe qui élabore des stratégies pour tirer le plus possible de richesses des autres. Et les autres, c'est ce groupe majoritaire qui compte au moins 80% de la population, que nous, à Frustration, on appelle la classe laborieuse, lui aussi qui est un groupe qui présente des différences internes fortes, puisque ne serait-ce qu'il y a différents niveaux de richesse à l'intérieur de ceux qui travaillent. Il y a ceux qui sont très précaires, il y a ceux qui sont privés d'emploi, il y a ceux qui n'ont plus rien, et puis il y a ceux qui vivent, ça va jusqu'au petit cadre qui a l'impression de gagner correctement sa vie, mais n'empêche, ne s'épanouit pas dans son travail. Tous ces gens-là, eux, mènent le combat différemment, c'est-à-dire qu'eux, ils tentent d'être bien rémunérés pour leur travail. Ils tentent aussi de donner du sens à ce qu'ils font, autre que simplement enrichir des actionnaires ou satisfaire des hauts fonctionnaires. Voilà. Et non seulement vous vous faites déposséder, mais en plus, vous ne savez même pas où cet argent va et à quoi il sert. Alors évidemment, on va vous dire qu'il sert l'entreprise, il sert le groupe, il sert la qualité, il sert les clients. Mais la réalité, c'est qu'il sert les actionnaires. Et ça, ce qui est fou avec l'économie capitaliste, c'est qu'en plus, c'est jamais franc. Les grandes marques, elles ne vous disent pas pour le bonheur de nos actionnaires. Elles nous disent pour le bonheur de la vie, pour un monde meilleur, enfin tout ce que vous voulez. Et tous ces gens-là, ils luttent également
C'est pour ça qu'on parle de lutte des classes, c'est que, bon, certes, il y a la lutte des puissants, et la lutte des puissants, bon, elle est beaucoup plus visible, parce qu'en fait, elle se fait sur le champ politique. La lutte des puissants, c'est le fait de passer une loi qui réforme le code du travail pour qu'il soit moins contraignant pour les employeurs, par exemple. C'est le fait de passer une réforme fiscale qui supprime l'imposition des plus riches. Là, c'est de la lutte des classes, c'est des mesures de lutte des classes. La candidature d'Emmanuel Macron et sa victoire au présidentiel, c'était une lutte des classes victorieuse, puisque le candidat des riches, financé par les riches, financé par la bourgeoisie, est arrivé au pouvoir et a appliqué ensuite la feuille de route, comme ils disent, de la bourgeoisie. Et puis ensuite, il y a la lutte des classes de la classe laborieuse, qui est plus difficile à documenter parce qu'elle est moins visible qu'elle ne l'a été par le passé. Mais c'est le mouvement social sous toutes ses formes. Et ce mouvement social, en France, il ne cesse de revenir sur la scène. C'est le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, mais c'était aussi le mouvement contre la réforme des retraites en 2019. Et là, c'était différentes fractions de la classe laborieuse qui se démenaient avec les outils dont ils disposent, c'est-à-dire pas les masses médias, pas les dons aux partis politiques, mais le fait de descendre dans la rue, le fait de faire grève, le fait d'occuper des ronds-points, hein, utiliser son corps. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg de la lutte des classes, hein, c'est les grands mouvements visibles. Mais sinon, dans n'importe quelle entreprise ou administration en France, vous avez des gens qui se battent pour que leur travail ait un sens et qui se battent pour être correctement rémunérés, voire pour pouvoir gérer les choses différemment. Alors voilà, là, on a décrit un peu les deux classes principales, hein, ceux qui possèdent, ceux qui travaillent. Mais ce qui est intéressant et qui se complique un petit peu, c'est que vous avez des gens qui sont entre deux. Voilà, c'est ça qui est... C'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui vont vous dire « Oui, mais moi, je travaille, je suis salarié, etc. » Oui, mais après, on peut aussi être possesseur de moyens de production différemment. Par exemple, quand vous êtes multipropriétaire immobilier, hein, en France, on sait que le marché immobilier, c'est quelque chose qui s'est développé depuis les années 80, depuis que ça a été dérégulé, et que maintenant, vous avez vraiment des gens qui tirent leurs revenus principalement de l'immobilier, quand bien même ils ont un travail par ailleurs. Donc, il faut aussi voir aussi ces catégories de possession de moyens de production. Posséder les moyens de production, c'est pas forcément posséder une usine, c'est aussi posséder un appartement qu'on loue à quelqu'un d'autre, par exemple. Voilà. D'ailleurs, il y a une étude récemment qui montrait qu'il y a une très grosse concentration de personnes qui possèdent pas mal d'appartements, et pas juste un, voire deux, mais 5 ou 10. Exactement. En fait, je crois que c'est l'INSEE qui a sorti ces chiffres, et on se rend compte que en fait, les proprios en France, c'est pas tout un chacun. C'est en fait, et c'est toujours pareil, c'est quelques personnes qui sont multipropriétaires, et donc on a des vrais propriétaires des logements qui s'enrichissent énormément en fait. Donc c'est vraiment une classe. Voilà, il y a une bourgeoisie immobilière en réalité, alors qu'on nous a fait croire un peu que tous les Français étaient propriétaires. En fait, c'est vrai, la moitié des Français sont propriétaires, mais de leur logement le plus souvent. Et donc quand vous êtes propriétaire de votre logement, c'est toujours important, un propriétaire de son logement, c'est pas être capitaliste, c'est pas être bourgeois. C'est parce que vous louez pas ça à quelqu'un, vous prenez l'argent de personne. C'est vous-même d'ailleurs souvent qui remboursez votre crédit immobilier, et d'ailleurs souvent vous êtes en réalité pas vraiment propriétaire, vous êtes un peu locataire des banques. Bon. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre ces deux classes, qui sont dans un antagonisme, il y a toute une classe intermédiaire qui, elle, est un peu la courroie de transmission. Et cette classe intermédiaire, il y a plein de façons de l'appeler, et nous, on a essayé de trouver, nous, on appelle ça la sous-bourgeoisie. La sous-bourgeoisie, c'est la classe des métiers, des professions qui sont chargées de faire remonter l'argent jusqu'à la classe des propriétaires. Et ce qu'on voit, si on prend la métaphore d'une entreprise, c'est que vous avez tout un tas de fonctions qui servent à s'assurer que les autres travaillent bien pour faire bien remonter l'argent. Donc, par exemple, les directeurs des ressources humaines, les directeurs financiers, toute l'espèce d'administration intermédiaire entre le patronat et les travailleurs, c'est toute une classe de gens qui sont ni forcément propriétaires, qui sont travailleurs certes, mais qui sont très bien rémunérés parce qu'ils ont besoin d'être fidèles au régime en quelque sorte. Voilà, c'est un peu les intendants du capitalisme, c'est toutes ces professions-là. Et puis ça, c'est sur l'aspect fonctionnel, donc ce sont les gens qui font remonter le profit. Concrètement, voilà, dans une entreprise, toutes ces fonctions-là, elles sont là pour vérifier que l'ordre social est là, hein, les DRH, ça sert à ça, c'est faire en sorte que les gens travaillent, qu'ils travaillent plus, qu'ils soient plus efficaces, qu'ils soient performants, qu'ils produisent plus en un minimum de temps. Voilà. Ça, je trouve l'exemple du DRH est bien parlant. Mais il existe aussi des fonctions culturelles, et c'est là que ça se corse. C'est qu'il y a aussi des façons de contribuer au développement du capitalisme qui ne sont pas en étant DRH dans une usine, mais qui sont, par exemple, en étant journaliste au Monde ou au Figaro. Et donc ça, c'est la partie culturelle. C'est qu'en fait, pour que le système capitaliste tienne, pour que tous ces mythes qui maintiennent la paix sociale tiennent, il faut des gens qui les produisent, il faut des gens qui les conçoivent. Et donc, vous avez toute une classe de gens
qui sont les concepteurs de la justification de l'ordre capitaliste. Et il en faut beaucoup, parce qu'en réalité, quand on voit comment fonctionne le capitalisme, il n'y a pas grand-chose qui le justifie en réalité. Et donc, en France, comme ailleurs, hein, on a des tas de gens qui sont là pour nous faire croire qu'il y a un mérite, nous faire croire que les riches méritent ce qu'ils ont gagné, que les pauvres, ils sont coupables, que ce sont des assistés, que ceux qui créent la richesse, ce sont les chefs d'entreprise. Quand même, pour réussir à imposer des idées aussi tordues que de penser que Bill Gates a mérité d'être milliardaire à ce point ou que Bernard Arnault a mérité, il faut quand même avoir beaucoup de gens qui travaillent dessus, parce qu'en fait, ça ne tombe pas du tout sous le sens. Mais voilà, vous avez des gens qui sont chargés de créer le sens, de donner, de repeindre le capitalisme, y compris en vert quand il le faut, y compris en rose quand il le faut. Et ça demande beaucoup de gens. Et donc à Paris, dans les rues, là, on est plutôt dans le quartier de ceux qui sont des créatifs, par exemple des publicitaires. C'est pas directement des capitalistes, mais c'est clairement des gens qui font tourner la machine, quoi. Après, nous, on les a mis dans la catégorie sous-bourgeoisie parce que souvent, ce sont des gens qui aiment le système capitaliste et qui en bénéficient beaucoup. C'est-à-dire cette sous-classe de la bourgeoisie, elle veut ressembler à la bourgeoisie, elle aime beaucoup le système capitaliste, elle vote pour Emmanuel Macron et elle va tirer des revenus conséquents qui font qu'elle va être fidélisée au régime. Et parfois, elle n'est pas fidélisée au régime. Et c'est pour ça que on a des gens qui font des études et qui deviennent ensuite critiques. Enfin, voilà, les choses ne sont pas si nettes, évidemment. Mais voilà, ce qui est important, c'est que nous, on a ces 3 classes principales, en sachant qu'au sein de ces classes principales, on peut évidemment faire des sous-groupes. Mais ce qui compte, pour comprendre le réel, on est obligé de brosser une simplification du réel, de donner une grille de lecture. Et bien sûr qu'au sein de la classe laborieuse, vous avez de fortes différences. Et j'ajouterais également qu'il y a des différences entre la position de racisé ou d'ex-colonisé et la position de Français dits de souche, etc. Et qu'à l'intérieur des travailleurs, vous avez de fortes disparités liées notamment à notre histoire coloniale. Ça, c'est un exemple. Mais également liées au fait d'être un homme ou au fait d'être une femme. Donc, il ne faut pas, bien sûr, oublier que derrière la lutte des classes, vous avez ces autres formes de domination. Et tout ça s'articule très bien. Et donc, nous, c'est cette articulation qu'on essaie de décrire au mieux pour que chacun, en fonction de son vécu, s'y retrouve et se dise « Ah oui, c'est ça qui se passe ». Parce que, encore une fois, la force de la théorie de la lutte des classes, si ça a été quelque chose de si puissant dans l'histoire, c'est que ça décrivait une situation de fait dans lequel les gens se retrouvaient et qui donnait du corps à leur révolte, quoi. Et qui, du coup, amenait une structuration politique. Et nous, on fait ça parce que ce qu'on constate, c'est que dans ce qui est censé être les forces du changement, en fait, on a des gens qui déroulent des boulbi-boulgas incompréhensibles. La gauche, actuellement, c'est plutôt la gauche social-démocrate. C'est des gens, on ne sait pas de quoi ils parlent. Ils vont aligner des mots comme ça, vivre ensemble, justice sociale, etc. Ça n'a aucun sens. Et donc, ça parle à personne parce que ça ne décrit pas la réalité concrète. Contrairement à la lutte des classes, qui est quelque chose qui correspond concrètement à la réalité vécue. D'où sa force. Oui, donc plutôt analyse marxiste versus Camoulox, un social-démocrate, oui, c'est un peu ça. Ça, c'est sûr. Hein. C'est autre chose. Est-ce que tu penses que ce système capitaliste devient de plus en plus violent, qu'il y a une évolution depuis ne serait-ce qu'une vingtaine d'années et est-ce qu'il n'y a pas une partie de la sous-bourgeoisie qui commence aussi à se précariser un peu, qui commence à s'en rendre compte? Ou pas tellement, d'après toi? Enfin, je donne un exemple. On a l'impression qu'avant, effectivement, tu avais une entreprise. Bon, tu avais le patron, il s'en mettait pas les fouilles. Tu avais les cadres sup, allez, hop, je vous délègue. Puis les cadres moyens, ok, j'en donne un peu. Les cadres, bon, allez, 2, 3. Puis on a l'impression maintenant que, tu vois, ils s'attaquent entre eux. Une fois qu'ils ont vraiment ratiboisé la population laborieuse, les cadres aussi, hein, on va gagner de l'argent dessus, vous avez vos bureaux, on enlève tout, puis, etc. Puis les cadres sup aussi, et que ces gens commencent à se rendre compte que vraiment ça dérape. Alors bon, effectivement, c'est pas des gens qui sont très revendicatifs. On commence à se dire, mais là, quand même, il est en train de me prendre ma paye, le boss. Et d'avoir ces espèces de patrons qui avant gagnaient, je crois que Jacques Calvé, j'avais regardé quand j'ai vu ce scandale à la fin des années 80, Canard enchaîné, il me semble qu'il devait gagner 500 000 € par an, quelque chose comme ça quand on regarde. Alors d'un côté c'est énorme, mais d'un autre côté, par rapport à aujourd'hui, c'est pas un scandale pareil. Et maintenant, quoi que ça a été multiplié par 10, par 50, ces rémunérations qui sont prises, de toute façon, forcément, il n'y a pas de miracle, aussi sur l'encadrement supérieur. Ah mais complètement, tu as tout à fait raison. Moi, c'est ce que je voyais donc dans un de mes emplois que je continue à faire en freelance actuellement, c'est donc de l'expertise en conditions de travail. C'est un secteur intéressant parce qu'en fait, on est appelé par les syndicats pour venir expertiser la situation d'une entreprise dans des moments de changement ou des moments de risque pour la santé des salariés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup des plans de transformation dictés par les groupes français ou internationaux portent sur effectivement les fonctions cadres qu'on essaie maintenant de pressuriser à fond. Et donc, ce sont des gens qu'on fait surtravailler à fond
pour finalement leur sucrer leurs primes et tout ce qui faisait un peu la compensation de leur participation. Et donc, effectivement, vous avez des fonctions cadres qui sont vraiment très fortement attaquées. Donc oui, on peut dire que le capitalisme, il est plus violent parce qu'en plus, les écarts augmentent considérablement. Voilà, on est à un stade jamais atteint dans l'histoire de l'humanité d'inégalité. Et ce stade jamais atteint produit des absurdités, produit des milliardaires qui veulent faire des hôtels dans l'espace et qui envoient leurs propres fusées pour faire du tourisme spatial. Quand même, quand on y pense, quoi, c'est complètement délirant. Est-ce qu'on aurait pensé à ça? Enfin, il y a 30 ans, ça aurait été une sorte de dystopie de science-fiction. Maintenant, ça nous arrive. Et ça nous est arrivé parce que, entre-temps, la lutte des classes, elle était en faveur des puissants et qu'ils ont sabré tout un tas de choses, tout un tas de mécanismes tous les mécanismes de redistribution des richesses, c'est-à-dire d'atténuation du capitalisme qui avait été mis en place dans l'après-guerre, sont en train d'être laminés. Et évidemment, du coup, il en résulte un enrichissement des actionnaires. Aussi, de nouveaux marchés ont été créés de force. Par exemple, je pense au marché du logement. On a tendance à oublier qu'en France, le logement il était réglementé jusqu'aux années 80. Ça a été déréglementé. Et le logement, maintenant, c'est quelque chose qui pourrit la vie des gens parce qu'ils se tuent à payer leur loyer. Et pendant ce temps, ça a considérablement enrichi toute une partie de la population, une petite partie de la population. Ça, c'est un exemple. Pour moi, le logement, c'est un exemple concret de la violence du capitalisme et que chacun peut expérimenter. Le fait que ça soit devenu impossible de se loger dans les grandes villes, qu'on exige de vous des garants, de s'excuser, on a l'impression que c'est un entretien d'embauche maintenant que d'avoir un appart. Ça, c'est un exemple concret d'une lutte des classes qui a été gagnée parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Le logement, ça n'a pas été toujours cette jungle-là. Donc ça, c'est la violence Bien sûr, concrète. ça a doublé ou ça a triplé par rapport à il y a une vingtaine ou une trentaine d'années quand on prenait par rapport aux revenus. Donc c'est Eh oui. vraiment Et donc, un applaudissement. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on en parle très peu. C'est comme un vrai sujet. Tu dis c'est un exemple. Enfin, c'est pas un exemple. Tu regardes dans ce qu'on paye tous les mois sur nos revenus, c'est quand même la majorité normalement. oui, oui. Il y a une présidentielle, moi j'ai pas entendu une personne dire hey, il y a un petit problème, c'est vrai qu'on a un peu triplé les prix à Paris, doublé en France, qu'est-ce qu'on fait? Ça semble naturel en fait. On a acheté une maison de 100 000 euros, on n'a rien foutu, elle tombe un peu plus en ruine, mais elle vaut 400 000. Ouais. Super, mais c'est normal. Parce qu'on en parle, mais du point de vue des dominants. Parce qu'en fait, toute une partie de nos médias mettent en scène les bourgeois ou les sous-bourgeois. C'est eux qui parlent à la télé. Hein. Les stats, c'est 70% des gens qu'on voit à la télé, ils sont cadres ou professions intellectuelles supérieures, contre 15% dans la population réelle. Et donc, en fait, par exemple, sur l'immobilier, moi, je trouve ça fascinant. Toutes ces couvertures de magazines consacrées à l'immobilier, c'est allez-y, les gars, faites des affaires. C'est comme ça qu'on parle du triplement d'immobilier. C'est pas sous l'angle comment vous allez payer votre loyer. Donc, c'est quand même fou. Oui, mais dans cet hypercapitalisme, il y a aussi pas mal de gens, des classes laborieuses, qui trouvent finalement moins de sens à leur travail, qui sont parfois dans des bullshit jobs, y compris jusqu'à des niveaux assez élevés. Comme tu as beaucoup réfléchi sur ce qui se passe en entreprise, à ces problèmes de santé au travail, de burn-out, est-ce que tu penses que le phénomène s'aggrave? Pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait y remédier? Alors, en tout cas, je ne sais pas si le phénomène s'aggrave, mais on en parle. C'est intéressant d'en parler. Je trouve que parler du sens au travail, c'est une façon de renouveler un peu l'analyse marxiste purement économique. Voilà, l'aliénation au travail, on voit ce que c'est sur le plan financier. Enfin, on voit. Non, c'est vrai, on n'en parle pas tant que ça, mais bon, voilà, c'est le prisme classique. L'aliénation au travail, comme tu disais, c'est je produis 3000, je récupère que 2000, voire souvent en fait moins, et c'est l'actionnaire ou le patron qui va récupérer le fruit de mon travail. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent sur son bulletin de paye. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ressent par rapport au sens de ce qu'on fait. Et là où on se sent aliéné par rapport à ce qu'on fait, c'est quand on a l'impression que notre travail ne sert à rien ou qu'il sert d'autres fins que celles qu'on aimerait lui donner. C'est-à-dire que chacun a une conscience professionnelle, voilà, tout le monde insiste là-dessus, mais c'est très important. Les gens essaient de trouver du sens à ce qu'ils font. Et ce qui est intéressant, quand vous questionnez n'importe qui sur le sens de son travail, et moi c'est ce que je faisais dans mon précédent emploi, moi j'avais des entretiens avec les salariés, et je peux vous assurer que du commercial dans un grand groupe de distribution dans les supermarchés, à la personne qui fait de la logistique dans des entrepôts, les gens, quand vous leur demandez quel sens ils donnent à leur travail, c'est pas mon but avec mon travail, c'est d'enrichir l'actionnaire. Personne. Et c'est pas non plus de s'enrichir soi-même. Il y a quelque chose d'autre qui est de l'ordre du sens, ça peut être l'intérêt du travail collectif. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont travailler, leur motivation, c'est de voir leurs collègues. Parfois non, mais il y a souvent ça. Et puis ça peut être aussi de pouvoir utiliser ses compétences pour faire des trucs, pour produire des choses. Parce que moi, je pense
un peu à rebours de tout le discours. Il y a un discours un peu à la mode de dire qu'il faut abolir le travail et tout. Moi, je pense qu'il faut abolir le travail capitaliste. Mais le travail, c'est une forme de, pas d'accomplissement, le terme est un peu galvaudé. D'utilité sociale, Mais en peut-être? tout cas, voilà, on produit quelque chose d'utile et c'est ce qui fait notre appartenance au groupe et c'est ce qui fait qu'on vit en société. Et donc, ça peut être quelque chose d'assez positif. Mais évidemment, pour la plupart des gens, c'est quelque chose de très négatif parce que non seulement ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leurs efforts, mais en plus, leurs efforts, leur savoir-faire sont utilisés à d'autres fins que celles qu'ils voulaient. Sont utilisés pour produire des produits de mauvaise qualité, par exemple, pour produire des services de mauvaise qualité. En ce moment, on a eu ce livre qui est sorti sur la maltraitance dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. Je pense que là, en termes d'atteinte au sens, on touche quelque chose de terrible, quoi. C'est-à-dire, vous faites ces métiers-là de soins aux personnes pour prendre soin des gens, voilà, et les faire se sentir mieux. Et en fait, ce à quoi vous aboutissez à cause des ordres et d'objectifs de rentabilité qu'on vous fixe, c'est de maltraiter les gens. Et parce que c'est complètement aberrant que les maisons de retraite, ça soit quelque chose qui doivent dégager du profit et qui en dégagent énormément parce qu'on fait payer les gens super cher pour les traiter comme des merdes. Ça, par exemple, pour moi, on est clairement dans quelque chose qui est une atteinte très forte au sens. Enfin, c'est pire que ça produit de la souffrance, ça produit du conflit de valeurs. Se retrouver à contribuer à une action inverse que ces valeurs vous dictent, c'est quelque chose qui génère beaucoup de souffrance. Mais cette souffrance, elle est liée au système capitaliste. Elle est liée au fait que derrière, il y a un objectif de rentabilité sur des choses qui ne devraient pas en avoir. C'est la même chose avec les soignants dans les hôpitaux. Mais en fait, c'est la même chose même dans les métiers très capitalistes. Les gens veulent bien faire leur travail, même quand ils vendent des choses. Hein. Voilà, parce que vendre des choses, voilà, parfois il faut vendre des choses. Mais derrière, ils veulent le faire bien. Ils veulent conseiller les clients. Ils ne veulent pas les faire acheter à tout prix. Et même dans le commerce, vous voyez, quand on vous dit que de toute façon, l'objectif, c'est de faire du rendement et pas de bien conseiller les gens, ça porte atteinte au sens. Donc, ce qui est intéressant sur la question du sens au travail, je trouve, c'est que ça montre que chacun essaie de se rendre utile socialement et la structure du système capitaliste vous empêche tout le temps de faire ça. Parce qu'en fait, le capitalisme, il ne veut pas que vous soyez utile aux autres, il veut que vous soyez utile aux actionnaires. Or, personne ne va au travail en se disant ça. Enfin, très peu de gens. Et tu as évoqué la question des bullshit jobs, qui est donc ce concept qui a été forgé par David Graeber, regretté anthropologue britannique. Qui est mort il n'y a pas très longtemps. Voilà, et c'était son livre. Moi, ça a été une révélation parce que déjà, il mettait le doigt sur un phénomène que j'avais vu très souvent, mais sans mettre de mots dessus. Là, la théorie critique, c'est puissant quand ça fait ça, quoi. C'est quand on se dit, je l'ai vécu, mais je l'avais pas vu, enfin, je l'avais pas nommé. Et voilà, et ça a donné un mot, et je pense que ça a produit des effets sociaux très forts. Et donc, dans le premier article qu'il avait écrit là-dessus, dans la revue britannique Strike, il disait, voilà, le phénomène des bullshit jobs, c'est comparable à la bureaucratie en URSS. Les bullshit jobs, c'est la bureaucratie du capitalisme. Le capitalisme étant un système qui génère tout le temps des contradictions, eh bien, il faut toute une main-d'œuvre pour lui redonner du sens en continu. Et les bullshit jobs, c'est beaucoup ça. Les bullshit jobs, c'est les gens qui, dans les grandes boîtes, sont chargés de faire des rapports d'éthique financière, de capitalisme vert. Ils font des trucs qui sont absurdes parce que le système capitaliste, il ne peut ni être vert, il peut ni être éthique. Il n'y a jamais question de morale dans le capitalisme. Et vous avez des gens pour payer pour montrer que si. Ou les publicitaires qui montrent que tels produits qui vous bouffent la peau, en réalité, c'est censé vous rendre plus jeune plus longtemps. Les gens qui produisent des slogans absurdes. Voilà. Tous ces métiers-là, que David Graeber appelle des bullshit jobs, c'est à la fois des métiers qui ne servent à rien, en fait, en termes d'utilité sociale, et dont, en plus, les gens qui les occupent se rendent compte que ça ne sert à rien, qui ont un fort sentiment d'absurdité. Je précise que sur Elucide, on a une bibliothèque aussi où on fait des résumés d'ouvrages importants pour l'autodéfense intellectuelle et on peut trouver un résumé de Bullshit Job qui est vraiment très important. Ah bah oui. En fait, moi, je trouve ce livre est très fort dans la critique du capitalisme parce qu'il attaque l'idée que le capitalisme, c'est quelque chose d'utile, efficace et performant. Parce que c'est ça l'argument du capitalisme, c'est de dire sans nous, le chaos, quoi. Le capitalisme se donne une apparence, enfin, les partisans du capitalisme, le capitalisme, ça veut rien dire, derrière, il y a des gens, les partisans du capitalisme et ses bénéficiaires font croire en permanence que le capitalisme, c'est un système rationnel, très pragmatique, ils aiment bien insister là-dessus, très efficace, et qu'à l'opposé, toute sa critique capitaliste, elle est dans le rêve, elle est dans l'utopie, elle est dans le hors-sol. Alors qu'en réalité, j'aime bien David Graeber, ce qu'il montre quand même, c'est que, OK, vous êtes censé être un système pragmatique et efficace, mais alors comment vous pouvez créer des milliers et des milliers de boulots dont même ceux qui les occupent disent qu'ils ne servent à rien? C'est bien que derrière, c'est un énorme gaspillage. Et donc en fait, le capitalisme, non seulement il gaspille l'argent qui est donné aux actionnaires, parce qu'ensuite ils en font rien, enfin, ils s'en servent à s'enrichir ou à s'envoyer dans l'espace, mais c'est aussi tous ces métiers parasites, inutiles socialement,
qui sont payés au détriment de ceux qui créent vraiment des richesses, qui créent du service, qui créent du soin. Donc en fait, on est tous, on en a tous sauf quelque chose de pragmatique ou de réaliste. Donc finalement, toi, tu es pas dans cet axe qui consiste à dire que le travail est forcément une aliénation en tant que telle. Tu penses qu'on peut aussi s'épanouir dans le travail à partir du moment où il n'est pas sous contrainte capitaliste, en fait? Bah, j'essaie de le rattacher à ma propre expérience. Je pense qu'il faut vraiment voir d'où on parle. Moi, j'ai beaucoup, changé de travail, quoi. J'ai l'impression d'être allé pas d'échec en échec, mais globalement, voilà, moi, je pourrais très bien dire le travail, c'est vraiment de la dope. J'ai vraiment, voilà, j'ai travaillé à l'université, bah, c'était catastrophique ce que l'université publique est devenue, voilà, moi, j'ai eu l'impression qu'on m'a Elle forcé est à. devenue quoi d'ailleurs? Tiens, prenons juste une minute Bah déjà, pour parler de ton l'université expérience. publique, il faut voir qu'elle tourne grâce à une masse de précaires en CDD ou en vacation. Ça, c'est quand même une première chose, hein. C'est qu'on est dans la fonction publique, mais en termes de non-rémunération du travail, c'est quelque chose. Que les fonctions dirigeantes et symboliques sont monopolisées par des titulaires qui sont, eux, de moins en moins nombreux. Donc déjà, il y a une première chose, hein, l'université publique, c'est un système de classe interne. Et puis surtout, c'est un système où on maltraite les étudiants. Alors que bah, l'université publique, c'est le plus grand système d'enseignement supérieur qui est gratuit, enfin quasi gratuit, qui est très ouvert. Donc normalement, ça pourrait être voilà, quelque chose qui forge la jeunesse de tout un tas de gens. Or, on maltraite les gens pour les pousser à s'exclure eux-mêmes du système éducatif. Et ce faisant, pour que ceux qui restent, qui sont généralement les mieux dotés, sont les étudiants les plus motivés, ou ceux qui ont fait des grandes écoles et qui sont en partenariat avec ces universités, à la fin monopolisent les places en disant « moi, j'ai travaillé ». Donc c'est un système d'exclusion, c'est un système qui génère de la frustration, qui génère de la honte sociale. Voilà. Et donc j'y ai travaillé, et pour le coup, bah oui, mon expérience de travail, elle a été négative, parce que moi, je venais là pour enseigner, donc pour transmettre des connaissances et stimuler intellectuellement des jeunes gens avant leur entrée sur le marché du travail, voilà, et j'estime que c'est un temps important. Et au lieu de ça, voilà, on me donnait des amphis remplis, des TD à 70, et avec des collègues ou une direction qui s'en moquait ouvertement, hein, qui pensait ouvertement que le but, c'était de ne pas rendre les étudiants trop bons. Moi, on m'avait dit, ne rends pas les étudiants trop bons, sinon on aura trop de monde en deuxième année. Ah, c'est Voilà, là, vraiment, ouais. c'est vraiment des phrases et chacun, je pense, a son équivalent dans ses boulots, particulièrement dans le service public, c'est quand on vous demande de faire de la merde, quoi. C'est les soignants d'hôpital à qui on vous demande de vider les lits le plus possible, c'est les soignants d'EHPAD à qui on demande de nourrir les personnes quand ils peuvent. Voilà, et ça, c'est insupportable. Ce qui était révoltant, voilà, c'est qu'en fait, pour moi, l'université, c'est très bien. On peut avoir n'importe qui. Il suffit d'accueillir les personnes dans de bonnes conditions, de fournir un encadrement de qualité, etc. Or, c'est l'inverse qu'on vous demande de faire pour des raisons financières, parce que derrière, l'université ne met pas les moyens sur les étudiants de première année et les plus populaires, en fait, hein. C'est vraiment voilà, c'est des amphis remplis, etc. Et souvent, les universités qui, en plus, ont une gestion autonome depuis 2007, donc c'est-à-dire qu'elles choisissent elles-mêmes, disons, comment elles répartissent leur budget dans les marges qui leur sont autorisées, ont tendance à tout miser sur des petites formations sélectives par-ci, des petits partenariats avec Sciences Po Paris par-là, et le but étant d'avoir les étudiants les mieux nés possibles. Et derrière, personne ne veut s'occuper des étudiants plus populaires parce que c'est moins prestigieux quand vous êtes enseignant-chercheur. C'est ça la réalité, en fait. Et c'est hyper violent socialement de constater ça, et surtout quand on veut faire différemment. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vraiment, on ne vous donne pas les moyens de le faire. Voilà, donc mes expériences professionnelles, elles ont été comme beaucoup de gens de ma génération, parce qu'on est entré sur le marché du travail au moment où le capitalisme était déjà dérégulé, où la fonction publique était déjà en train d'être dévalorisée et cassée. Bah forcément, elle est négative. J'aurais du mal à dire que le travail, c'est que du bonheur, parce que moi, globalement, ça ne l'a pas été du tout. Mais je pense qu'il y a des choses qui maltraitent le travail. Il y a la hiérarchie, parce que voilà, le système capitaliste a besoin de hiérarchie forte dans le travail, a besoin de contrôle fort sur le travail, et on ne peut pas s'épanouir quand on est soumis à une hiérarchie, quand on est soumis à du contrôle à longueur de temps. Voilà, ce n'est pas une vie, voilà, ça saoule tout le monde. Il y a l'absence d'autonomie. Voilà, le capitalisme ne donne pas d'autonomie aux travailleurs. L'actionnaire, pour être rassuré, enfin d'ailleurs c'est flagrant dans les grandes entreprises, les groupes donnent des consignes aux filiales, qui donnent des consignes aux cadres, qui donnent des consignes aux salariés, et l'objectif c'est que tout ça soit très contrôlé, qu'il y ait des tableaux de reporting, qu'on sache exactement qui fait quoi à telle heure et comment on pourrait améliorer l'efficience de tout ça. Donc en fait, on ne peut pas aimer le travail quand le travail est robotisé, quand vous n'avez aucune marge d'autonomie. Oui, je pense que le travail pourrait être quelque chose d'épanouissant si par travail on entend une activité organisée au service de la société. Voilà. À la base, ça serait ça le travail. Sauf qu'on sait bien que le travail actuellement, c'est pas ça. Je te propose, puisqu'on parle du travail, de regarder où on en est de la situation du non-travail, donc le chômage.
Donc ici, on a représenté le taux de chômage en France et ouais, j'ai souhaité qu'on l'observe un peu plus en détail, puisque bon, la courbe bleue, c'est celle que le gouvernement nous vend, en particulier avec la baisse récente du chômage, le fameux 8% qu'on a en tête. Il faut signaler que c'est calculé avec une définition, bon, c'est un peu technique, ça s'appelle la définition du BIT, le Bureau international du travail, qui regarde que un cœur du chômage pur et dur. Et par exemple, les chômeurs qui font une formation ou les chômeurs âgés ne sont pas considérés comme chômeurs par le BIT, ils sont dans le halo du chômage, ils appellent ça. Et en fait, quand on regarde la courbe orange, qui sont les chômeurs totalement inactifs, qui sont simplement les inscrits à Pôle emploi, en fait, on voit qu'on est à 12% et que ça a quand même assez peu baissé après le pic Covid. Et si on regarde l'ensemble des inscrits à Pôle emploi, on est à près de 23% de la population active. Autrement dit, plus d'un travailleur du privé sur 4, on dépasse sans doute les 25% si on regarde que le privé, est inscrit à Pôle emploi, ce qui nous mène à presque 7 millions de personnes actuellement inscrites à Pôle emploi. Alors je précise aussi pour les gens qui nous regardent qu'on peut retrouver ces courbes sur le site Elucide avec de très nombreuses autres analyses. Et d'ailleurs, je vous incite, si vous voulez nous soutenir, à vous abonner, parce qu'en fait, on a besoin d'abonnés pour vous offrir ces contenus et d'analyses. Et donc, on a besoin de vous, de votre soutien sur le site Elucide pour vous offrir ces contenus importants. Donc, je te laisse réagir, Nicolas. Oui, non, ce qui est impressionnant, effectivement, c'est, bon, déjà, le fait que les chiffres annoncés, actuellement, il y a une communication triomphaliste sur la baisse du chômage qui est quand même vraiment, vraiment exagérée quand on voit cette courbe. Et on voit que la réalité, que en fait, notre système capitaliste, il n'est pas amené à garantir le plein emploi, qu'il est structurellement amené à ne pas le garantir. Et ça, voilà, ça fait partie de son identité de priver des gens d'emploi, parce que c'est la façon de mettre sous pression les travailleurs. Et il est clair et net que le principal obstacle à tout ce que je disais, cette lutte des classes de basse intensité, où on cherche du sens à son travail, où on cherche à se rebeller contre des hiérarchies, voilà le principal obstacle. C'est ce taux de chômage qui fait qu'on se sent perpétuellement menacé d'y tomber, qu'en plus les chômeurs ils sont quasiment criminalisés à ce stade. Ils sont tout le temps menacés qu'on leur coupe les vivres. Ils ne veulent pas traverser la rue pour trouver un emploi aussi. Voilà. En plus, la prégnance du chômage est niée par ce genre d'énoncé. Parce que quand on voit la proportion de personnes concernées, on voit bien que du coup, ça ne dépend pas de ces personnes-là. Donc pourtant, on culpabilise les chômeurs. Et bien, en fait, parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a environ un emploi, une offre d'emploi là, à pourvoir pour 8 à 10 chômeurs. Oui, c'est ça. Non, parce qu'on a l'air de l'oublier, comme s'il y avait effectivement... Mais ça, ce chiffre, c'est fou parce que j'ai l'impression, on parlera des médias tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que le rappeler, c'est déjà révolutionnaire, tellement c'est à contre-courant du discours dominant, alors même que c'est un fait statistique avéré. Quand on dit ça, on ne fait que dire une réalité qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte quand on parle du chômage. Et sur le chômage, on n'a que des jugements à l'emporte-pièce. Et donc, l'idée, voilà, c'est de façon consciente ou inconsciente, la catégorie chômeur, elle est très arrangeante pour le système capitaliste. Et ça, Marx le disait déjà, pour le coup, cette idée qu'il y a une armée de réserve du système capitaliste, c'est-à-dire l'armée de réserve, c'est tous les travailleurs sans emploi qui sont prêts à prendre le vôtre si vous décidez de partir. Eh bien, voilà, ça fait partie de l'identité du capitalisme. Ça montre aussi que le capitalisme, c'est un système qui fonctionne sur la menace, et c'est un système qui fonctionne sur la peur, et c'est un système qui n'est pas en capacité de fournir de l'emploi à tout le monde. Voilà. Et il faut voir, voilà, l'emploi, le taux de chômage, c'est tout le temps le bâton. C'est le bâton pour vous dans votre travail. On vous dit, de toute façon, il y en a 10 qui attendent à la porte. Et c'est le bâton des gouvernements successifs, parce que toutes ces réformes du travail et de l'assurance chômage sont faites au nom du plein emploi, soi-disant. Mais voilà, c'est idéal, en fait, d'avoir un taux de chômage. Les gouvernements successifs ne veulent pas le plein emploi, parce que le plein emploi, ça créerait un rapport de force défavorable, parce que, du coup, les salariés auraient envie de faire autre chose, changeraient d'emploi. Un rapport de force équilibré, peut-être, dirons-nous, parce que plus défavorable qu'aujourd'hui. Plus défavorable qu'aujourd'hui. Mais as-tu vu ces articles très intéressants de la presse sur, c'était, je crois, il y a 6 ou 8 mois, en Angleterre, qui étaient obligés d'avoir augmenté les salaires de 5-6%. Bon, alors déjà, je ne parle plus du Brexit à ce moment-là, mais c'était
Ah, c'est terrible, hein. En Angleterre, rendez-vous compte, hein, ils sont obligés d'augmenter Ouais. les salaires. Oui, 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 on Ouais, voit. et ça semble être un problème. Ou ce qu'on a eu encore beaucoup plus récemment en France, par exemple, ces reportages sur le secteur de la restauration qui a du Oui, mal à trouver des emplois. Ça, c'est terrible, on ne trouve plus d'emplois. ouais, ouais, ouais. Bah, il n'y a qu'à payer plus cher les gens. Je ne comprends pas en termes d'économie, si on monte les salaires, Mais c'est ça va tellement forcément pas trouver des possible de gens. dire ce discours-là en système Ouais. capitaliste, c'est tellement à contre-courant de l'idéologie dominante, alors que même c'est la logique du marché du travail, après tout. Oui, oui, donc autant dire qu'ils n'ont pas du tout intérêt à avoir un taux de chômage bas. Donc en fait, la lutte contre le chômage, c'est le grand étendard de tous les gouvernements capitalistes, alors qu'en fait, ils font toujours l'inverse. D'ailleurs, les mesures qu'ils prennent pour la lutte contre le chômage, tous les rapports montrent 3 ans plus tard que ça n'a pas du tout servi sur le plan de l'emploi. Les ordonnances réformant le Code du travail qui ont été prises en 2017, qui ont cassé notamment les instances de représentation du personnel et le pouvoir des syndicats dans l'entreprise, c'était fait soi-disant pour libérer les employeurs de la peur d'embaucher et donc leur permettre d'embaucher. Les bilans du gouvernement eux-mêmes disent que ça n'a pas créé un seul emploi. C'est pareil sur toutes ces mesures de subvention en faveur des entreprises, le crédit d'impôt compétitivité et emploi qui a été fait en 2013, qui a été reconduit, toutes ces exonérations de cotisations sociales également, tout ça, ça ne marche pas. Les rapports montrent que ça ne marche pas, mais c'est pas grave, on le refait parce que de toute façon, Oh, ça crée des sacs Vuitton quand même au final, normalement. oui, alors Ouais, au bout de la chaîne. ça marche évidemment. Alors ça ne marche pas pour lutter contre le chômage, mais ça marche pour augmenter le profit des actionnaires. Ça, c'est évident. Il m'est venu une idée en t'écoutant. Comment tu as réagi au moment du confinement, du premier confinement, quand on a dit à tous les cadres sup, à tous ces gens spécialistes de la publicité dans le monde anglo-saxon, du marketing, des choses comme ça, et Jean-Michel, reste chez toi. Mais par contre, Ibrahim, il faut que tu ailles ramasser les poubelles, parce que là, il y a un gros problème. Tu vas dire, on va laisser tout le monde à la maison, sauf vous, et que finalement, tous les gens qui sont indispensables à la survie de la société, qui ont donc dû aller travailler et qu'on peut remercier, bah, tous ces gens-là, c'est les gens les moins payés de la société, en fait. C'est quand même étonnant de se dire que le type qui ramasse les poubelles à 1 500 €, c'est super important et on a besoin de lui. Et puis, bon, le Jean-Michel à 6 000 balles par mois, bon, c'est pas grave, on revient travailler dans 3 mois, on va survivre, quoi. Ah oui, oui, non, mais ça a été un révélateur de ces disparités et que l'utilité sociale est concentrée en fait entre les mains des gens les mieux payés. Ça a été révélateur d'un scandale. En fait, qu'on connaît tous si on s'intéresse un peu à la société, mais tout d'un coup, les journalistes et quelques grandes âmes, acteurs, actrices, monde de la culture, ont fait quelques tribunes vibrantes pour remercier, pour dire qu'il fallait vraiment tout changer. D'ailleurs, ça a été complètement oublié. Plus personne ne parle de valorisation, d'augmentation des salaires, puisque ce sont des secteurs qui fonctionnent grâce au salaire bas. Si vous mettez à bien payer les livreurs Uber, Uber s'écroule. Le principe de ces boîtes, c'est qu'elles fonctionnent parce que le travail est mal payé. Donc évidemment que les bourgeois n'ont pas du tout intérêt à changer cet état de fait. Mais tu parles beaucoup des bourgeois, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Il faut les combattre, il faut les convaincre. Quoi faire? Il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai l'impression que quand même, le discours dominant dans la gauche radicale, c'est de dire, regardez, quand même, il y a des bourgeois qu'on peut convaincre. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui disent, historiquement, le mouvement ouvrier a été mené par des bourgeois. Ça, j'entends beaucoup ça. C'est pas si vrai. Certes, Engels, par exemple, faisait partie de la bourgeoisie, mais Marx, c'était pas son cas. Le mouvement ouvrier, il a d'abord été mené par les ouvriers. Et moi, je pense qu'il faut... Je ne sais pas quoi faire des bourgeois. Ce que je sais, et ma priorité, et notre priorité à Frustration, c'est déjà de réunir la classe laborieuse et de travailler sa conscience de classe. Notre conscience de classe doit être réhabilitée, doit revenir et doit trouver une force. Donc moi, ma principale préoccupation, c'est celle-ci. C'est comment la classe laborieuse, dans toute sa diversité, se sent classe laborieuse sans pour autant nier cette diversité, et se sent forte politiquement, et se sent en capacité d'agir de façon autonome politiquement. Parce que c'est aussi ça, la force du mouvement ouvrier au 19e et au 20e siècle, c'est que c'était prendre conscience de sa classe et prendre conscience de la nécessité de lutter en tant que classe, éventuellement avec des alliances ponctuelles avec les autres classes, notamment la petite bourgeoisie, ça s'est vu, mais en étant conscient que ce qui est principal, c'est la classe sociale. Or, actuellement, le champ politique, il ne fonctionne pas du tout comme ça. On a un champ politique qui est sur sa gauche et même sur sa gauche radicale,
qui est avant tout focalisé autour des idées. Le déterminant principal, c'est pas quel métier vous faites, c'est quelles sont vos idées, quelles sont vos convictions. Ce que je comprends, mais moi, je trouve qu'on manque de ce prisme de classe. Et pour se donner une force, et le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement de classe avec une conscience de classe. Et on a vu la force qu'il a eue et l'autonomie qu'il a eue. Voilà. Et ça n'a pas été la révolution, mais ça a été un épisode, je pense, qui sera déterminant pour la suite. La bourgeoisie a aussi la main mise finalement sur une bonne partie des activités intellectuelles, culturelles, médiatiques. Quel problème ça pose selon toi, principalement? Bah, ça pose le problème de l'aliénation culturelle des autres. Et quand je dis aliénation, c'est pas au sens les gens sont aliénés, ils comprennent rien. C'est le fait que la production culturelle, intellectuelle, médiatique ne correspond pas à la vie de la plupart des gens. Donc, d'où l'idée qu'on a à faire des productions culturelles qui sont hors sol. Voilà, à Frustration, on a travaillé plusieurs fois le cas du cinéma français, qui est un bon exemple en la matière. Le cinéma français est monopolisé par des réalisateurs qui sont eux-mêmes des enfants de la bourgeoisie, ou même des acteurs qui sont souvent des enfants d'acteurs et des enfants de réalisateurs. Bon, il y a une grande consanguinité familiale dans tout ça. Donc le cinéma français, il appartient à un petit clan, majoritairement parisien et surtout bourgeois. Pour moi, le critère principal est plus la classe que la géographie, même si en France, les deux se confondent souvent parce que Paris concentre les lieux de pouvoir. Et du coup, ça produit un cinéma qui est un peu hors sol, c'est-à-dire qui parle rarement, qui met le plus souvent en scène des personnages bourgeois, qui met le plus souvent en scène des problèmes de bourgeois, qui met le plus souvent en scène une esthétique de bourgeois, et qui, quand il va filmer les autres classes sociales, le fait avec un regard extérieur, voire exotisant, hein. Donc, il y a des films qui sont misérabilistes parce qu'en fait, ils regardent le reste de la population de haut. Et donc, d'ailleurs, les films sociaux de ce genre, les gens ne vont pas les voir. Ce sont les bourgeois qui vont les voir et qui se disent « Oh là là, mon Dieu, c'est terrible ce qu'ils vivent ». Et ensuite, ils reprennent le cours normal de leur vie. C'est beaucoup à ça que ressemble le cinéma français. Et donc, c'est aliénant parce que du coup, la plupart des gens, en fait, ne se retrouvent pas dans les productions audiovisuelles qui sont pourtant financées avec leurs impôts, hein, parce que derrière, les bourgeois, ils peuvent très bien faire ce qu'ils veulent de leur côté, sauf que bizarrement, tout ce que fait la bourgeoisie française le paye avec l'argent du contribuable, hein. Les grandes écoles, le cinéma, et toute une production aussi théâtrale et artistique, hein, mine de rien, est très monopolisée par les réseaux de la bourgeoisie et correspond au goût de la bourgeoisie. Et c'est pour ça que on dit toujours, mais pourquoi les classes populaires vont pas au théâtre et au cinéma? Mais si c'est pour voir des problèmes d'héritage mis en scène ou des spleens bourgeois complètement hors sol, je comprends qu'ils n'y aillent pas. Moi-même, j'y vais peu. Donc ça, c'est l'aliénation culturelle. Et c'est dommage parce que la culture joue un rôle. La culture, notamment, peut créer de la conscience de classe, je pense, quoi. On a besoin de symboles culturels pour comprendre, pour se sentir faire partie du monde, pour retrouver ses expériences, pour se sentir faire corps avec d'autres, pour pouvoir comprendre la vie des autres. Enfin, voilà, moi, lire des livres ou voir des films m'a beaucoup apporté, vraiment. Donc, je déplore le fait qu'on n'ait pas une production audiovisuelle ou culturelle qui soit destinée à plus de monde. Justement, tu as écrit avec le journaliste Selim Derkaoui un livre qui est vraiment très important, La guerre des mots, où tu t'es intéressé aux mots de la bourgeoisie, justement. Pourquoi tu as fait ce choix de t'intéresser spécifiquement à cet axe de la bourgeoisie? Ben, parce que c'était un truc qui m'énervait personnellement, déjà. En fait, que ce soit Selim ou moi, Selim, lui, le voyait dans le journalisme. Moi, à l'époque, j'ai travaillé donc à l'Assemblée nationale pendant un temps, et puis ensuite, je travaillais dans les entreprises, voilà. Et en fait, à l'Assemblée, comme dans les entreprises, comme dans le journalisme, on retrouvait les mêmes mots, des mots issus du monde du management, et des mots qui avaient pour point commun de gommer la conflictualité de classe. Voilà, l'exemple type, c'est le mot collaborateur à la place de salarié. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les entreprises, on ne dit plus salarié, on dit collaborateur. Ce qui est un mensonge. Enfin, en fait, c'est même pas une déformation, c'est un pur mensonge. Le rapport de salarié et employeur, c'est un lien de subordination qui fait qu'on ne peut pas employer le mot collaborateur parce que le mot collaborateur induit une forme d'équilibre dans la relation. Donc là, c'est comment on manipule la réalité, on impose ce mot, et en imposant des mots, on impose quand même une façon de penser. Alors c'est pas si mathématique, on n'est pas esclave des mots qu'on utilise, mais n'empêche que ces mots, ils sont forgés d'abord pour nous faire penser les choses différemment. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est dans les entreprises que le mot collaborateur s'était imposé, qu'il était repris même par les syndicalistes, et que du coup, il gommait
la violence pourtant énorme du management. Donc ça nous a interpellés. Et puis c'était l'occasion intéressante de parler du capitalisme et de la lutte des classes sans faire un essai genre la lutte des classes de nos jours. Parler des mots, c'est aussi une façon de faire le lien entre le quotidien et le concret des gens et ce qu'on va expliquer. Donc le livre, nous on voulait, notre objectif avec Frustration et l'objectif avec ce livre, nous ce qu'on veut c'est une écriture accessible. Accessible, ça veut dire qui ne nécessite pas de prérequis en termes de connaissances ou d'éthos ou de façon de penser, que n'importe qui peut y accéder. Et c'est compliqué. Et les mots comme ça, c'est une bonne opportunité de faire parce que on chope les mots qui reviennent tout le temps dans le débat public et les gens ils se disent mais oui, ce mot-là, il y a un truc qui cloche. Parce qu'en plus, c'est des mots qui déforment la réalité. Donc forcément, ils nous titillent tous l'oreille et on ne sait pas pourquoi. Et on avait par exemple, à ce moment-là, c'était le moment où le mot résilience revenait tout le temps, quoi. Il fallait faire preuve de résilience. Il y avait l'opération résilience qui était lancée. Dans les entreprises, il y avait des programmes développement et résilience. Et tout le monde était là, pourquoi ce mot résilience, il m'énerve, mais je ne sais pas pourquoi. Donc nous, on a travaillé sur ce mot résilience, ce qui veut dire, en fait, la résilience, même si à la base, c'est un concept psychanalytique intéressant, la façon dont c'est utilisé, c'est une façon de rendre les individus responsables de leurs propres émotions. C'est de faire en sorte que toute sa souffrance générée par le système capitaliste, et par la vie en général, mais par le système capitaliste en particulier, et par le travail notamment, ça soit quelque chose qu'on doit intérioriser et résoudre avec un travail sur nous-mêmes. C'est ça la résilience. Et avec une sorte de méritocratie morale, où en fait, les gens méritants, c'est ceux qui, il leur arrive des trucs durs, mais à la fin, ils sortent grandis de leur expérience. Et ça, en fait, il a fallu creuser un peu pour se dire, mais en fait, c'est le néolibéralisme poussé jusqu'à nos émotions, jusqu'à notre psyché. Et donc, on a pris ce mot-là parce que autour de nous, on l'entendait tout le temps et ça clochait pour tout le monde, quoi. Donc, c'était l'objectif de ce livre, qui est un livre aussi, je précise, qui est illustré. Voilà, c'est de se dire, voilà, il y a des mots qui, je ne sais pas pourquoi, ça me titille, etc. Je vois qu'il y a un truc pas net, mais je n'ai pas le temps de creuser. Bah, nous, on a creusé. Et en parlant des mots du capitalisme, c'est aussi une façon de parler du capitalisme sans faire un grand traité d'économie, parce que ça peut être un peu rébarbatif, quoi. Tu aurais 2-3 exemples encore, assez brièvement, mais pour qu'on comprenne? Bah, il y a le mot, on est revenu sur le mot, par exemple, égalité des chances. Bon, c'est des mots ou des expressions. Bah, l'égalité des chances, par exemple. Donc là, par exemple, ça revient tout le temps dans les discours politiques. Il y a très peu de politiques qui n'emploient pas le terme égalité des chances. À ma connaissance, Mélenchon, je me souviens, il avait déjà dit l'égalité des chances. Moi, je veux pas. C'est ce que je veux, c'est l'égalité. Mais sinon, partout ailleurs, dans la social-démocratie, tout le monde utilise l'égalité des chances. Ça semble être le truc de bon sens de dire, bah oui, il faut une égalité des chances. Mais en fait, cette espèce d'idée d'égalité des chances, c'est l'espèce d'idée d'une compétition généralisée. C'est de dire, c'est pas grave qu'il y ait des milliardaires et qu'il y ait des SDF. Ce qui compte, c'est que chacun ait pu évoluer. Eu les mêmes chances au départ. Et les mêmes chances au départ. Alors déjà, ce qui est trop drôle, c'est que déjà, comment on instaure les mêmes chances au départ quand on a un système aussi inégalitaire à la base? Enfin, déjà, c'est impossible. Les gens qui disent qu'ils veulent une égalité des chances, ils vont défendre les grandes écoles, ils vont défendre l'héritage, par exemple. Bah non, du coup, il n'y a pas d'égalité des chances. Si vraiment on veut l'égalité des chances, bah là, c'est le maoïsme plus, hein, parce que ça veut dire qu'il faut envoyer tous les gamins dans une école commune, plus de contact avec leurs parents. Enfin, vraiment, si on veut l'égalité des chances, c'est ça. Or, ceux qui défendent, Ça veut dire qu'on n'a pas eu les mêmes chances que la fille de Bernard Arnault? Voilà, par exemple. Bah non. Bah non. Et puis, quand bien même, nous, vraiment, ce qu'on se disait, mais quand bien même, non, pourquoi on voudrait qu'à la fin, il y ait quand même des inégalités? L'égalité des chances, en fait, induit derrière l'idée que l'inégalité est normale et bonne. Or, non. En fait, on peut vivre dans une société égalitaire où on ait des situations différentes par notre travail, etc., sans que ça induise des inégalités de conditions de vie abyssales. Voire, on peut très bien vivre dans une société entièrement égalitaire, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'on nous a retiré cette idée-là. Et donc, en fait, en ajoutant des chances au mot d'égalité, qui était notre idéal initial, qui met la barre haut quand même et qui est intéressant, eh ben, en fait, on détruit complètement tout ce qu'il y a derrière. Toute la mythologie d'entrepreneuriat, on y passe pas mal de temps dans le livre parce que c'est quelque chose de terrible aussi de dire que les patrons, ce sont des gens qui ont pris des risques, toute cette idée de la prise de risque, alors que ceux qui meurent au travail, ce sont des ouvriers, des employés. Ceux qui meurent le plus au travail, je veux dire, c'est les ouvriers du BTP, c'est les ouvriers agricoles, c'est les agriculteurs. Et eux, on dit jamais qu'ils prennent des risques alors qu'ils risquent leur vie. Et à côté de ça, c'est des gens qui sont super riches, qui avaient déjà de l'argent à leur naissance, qui l'ont placé dans des entreprises, on dit que c'est eux qui prennent des risques. Et l'inversion, elle est totale en réalité. Quand on se penche 2 secondes sur ce terme, mais ça n'a pas de sens de dire que telle créatrice d'entreprise a pris des risques. Mais non, parce que les gens qui créent des entreprises, les grosses entreprises dont on parle, hein, parce que bien sûr, il y a des petits créateurs d'entreprises. Oui, moi, j'ai une auto-entreprise, voilà. Oui. Bon, on a repris une exploitation agricole, personne ne va nous dire qu'on a pris des risques. Non, on dit toujours ça des gens
qui sont déjà super fortunés et qui décident d'investir dans cette magnifique marque de sac éco-responsable. Voilà, vous lisez n'importe quel article de Challenge et du Point, il y a toujours une histoire de prise de risque. Et donc derrière, c'est un outil de légitimation, parce qu'on va dire que ceux qui nous dirigent, ils ont pris des risques quand même, alors que non, zéro risque. Par contre, ceux qui travaillent, eux, ils prennent des risques. La plupart risquent leur vie. Entre ceux qui risquent leur vie parce qu'ils ont des boulots physiques et dangereux et ceux qui risquent leur vie parce qu'ils ont des burn-out, vu comment ils sont traités, la prise de risque, elle est clairement du côté de la classe laborieuse. Et ça, c'est important de le dire. Et nous, le livre, c'est pas un manuel qui explique la vie, c'est aussi quelque chose qui permet de se conforter soi-même, quoi. La conscience de classe, c'est aussi prendre conscience de sa force, c'est aussi prendre conscience de sa dignité. Or, ça nous est constamment retiré. Vu qu'on attribue toutes ces qualités positives à la classe dominante, à la classe dominée, il ne reste que les qualités négatives, l'assistanat, etc., etc. Et nous, c'est un outil de contre-propagande. Ce qu'on veut, c'est rétablir la réalité des faits, en plus la réalité de notre côté, qui est que la prise de risque est du côté de la classe laborieuse. Du côté de la classe dominante, on est sur du parasitisme, il faut dire les choses. Que les créateurs de richesse, c'est la classe laborieuse et que de l'autre côté, on a des voleurs. Voilà. Et quand on dit les choses comme ça, c'est beaucoup plus réel que ce qu'on entend au JT. C'est fou quand même. Hein. J'ai envie de réagir sur la prise de risque, parce que tu as donné l'exemple du risque physique réel des ouvriers. Mais ce qui se passe aussi, il y a un deuxième niveau de risque. Une grande entreprise aujourd'hui, elle a un petit risque, puisqu'en fait, elle a embauché les salariés, et elle peut se retrouver finalement sans activité, et donc va devoir payer les salariés sans avoir d'activité. Donc c'est un risque pour l'entreprise. Et qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, en plus aussi maintenant, sous la poussée du télétravail et compagnie, on voit qu'il y a ces structures-là qui prennent des risques, donc capitalistes, on peut le dire, en train de se dire, ce serait bien que le salarié, il devienne auto-entrepreneur plutôt. Comme ça, en fait, deviens ton propre patron. Bon, sinon, il n'y a plus de travail, je ne pourrais plus t'en commander, hein, c'est la vie. Hein. Mais d'avoir une externalisation du risque et qu'elle prenait du risque capitaliste sur les gens tranquillement et donc de diminuer, de faire sortir des gens du salariat sous cette propagande que tu dis de devenir votre propre patron. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement d'ubérisation de la société? Il participe effectivement de cette obsession en réalité, on décrit toujours l'entrepreneur et le capitaliste comme quelqu'un qui prend des risques, mais non, c'est quelqu'un qui passe son temps à minimiser les risques. Et pour ça, il utilise toute sa législation à son niveau pour être le moins responsable possible, pour être le plus en irresponsabilité. Et l'ubérisation, ça a permis cette irresponsabilité-là, puisque du coup, vous n'êtes plus responsable de votre salarié, c'est un prestataire, vous êtes son client. Dans la réalité, c'est la même chose qui se passe. Il y a un lien de subordination, il y a cette application. Mais il n'empêche que s'il lui arrive malheur, c'est pour sa pomme, ou plutôt la pomme de la société, parce que du coup, s'il a un accident, c'est l'assurance maladie qui prend en charge et pas l'assurance maladie, accident du travail, risque professionnel qui est financé intégralement par le patronat. Et en fait, il y a tout un tas de mécanismes maintenant de contournement de la part des employeurs pour ne plus avoir à payer ça, pour plus avoir cette logique de pollueur-payeur, donc sous-déclarer les accidents du travail, avoir des prestataires qui, du coup, ça sera leur propre problème, qui se cassent la gueule en vélo pour travailler pour vous ou en allant se promener le dimanche, ça sera la même chose. L'idée, c'est de ne pas avoir à supporter les conséquences du risque. Et effectivement, aussi de payer moins. Derrière, il y a l'argument financier. Hein. C'est ne pas avoir à payer les congés payés, c'est ne pas avoir à payer les mutuelles. Enfin, tout ce qui a été petit à petit imposé grâce au rapport de force a été détruit par ce système d'ubérisation. Et ce système d'ubérisation, il se constate à tout niveau et il est très encouragé. Je voyais qu'encore il y a quelques semaines, là, Bruno Le Maire, le ministre des Finances, il se félicitait du nombre de créations d'entreprises en France, soi-disant record. Et en fait, effectivement, dans ces créations d'entreprises, il y a toutes les auto-entreprises. Mais créer une auto-entreprise, ça ne veut pas dire créer une entreprise, ça veut dire créer un seul emploi et qui va être un emploi moins bien que le salariat. Après, je voulais quand même dire quelque chose là-dessus, qui m'est venu, pareil, par rapport à ma situation personnelle. Moi, du coup, j'ai créé une auto-entreprise, que j'ai diverses activités. Et puis, un peu en freelance, il y a la partie agricole, il y a la partie, bon. Et puis, et j'ai fait ça parce que moi, j'en pouvais plus du lien de subordination. Donc, je me suis dit, mais il n'y a pas une petite contradiction politique à créer une auto-entreprise, alors que moi, j'ai toujours dit que la forme la plus progressiste, c'était celle du salariat. Et ça m'a fait me dire quand même que, oui, par exemple, Bernard Friot, il dit le salariat, c'est du déjà là communiste, c'est quelque chose, c'est un conquis social. Alors oui, c'est un conquis social, mais le salariat est devenu quelque chose de tellement pénible, avec une telle pression hiérarchique, un tel manque d'autonomie, que moi, en fait, je comprends vraiment les gens qui choisissent des formes plus précaires de vie via, l'indépendance. Voilà, j'ai de plus en plus de compréhension de ça, parce que alors après, c'est choisir un mal pour combattre un autre mal, hein, parce qu'en fait,
Moi-même, hein, je vais être plus précaire que quand j'étais salarié. Mais en même temps, le lien de subordination me pesait beaucoup. Je pense qu'il y a des gens qui s'apaisent plus que d'autres. Mais... Donc, en fait, ce mouvement de devenir son propre patron, je comprends mieux son succès. Et alors, les capitalistes se félicitent, ils ont l'impression que c'est leur propre logique qui est récompensée. Et moi, je ne crois pas. En fait, les gens qui veulent devenir leur propre patron, ils veulent avant tout ne plus avoir de patron. Ça, c'est ce qu'ils ont tendance à oublier. Donc, ce n'est pas une victoire du capitalisme. C'est aussi une forme individuelle et très insuffisante de combattre la subordination au travail. Et je dis individuelle et très insuffisante parce que derrière, vous perdez beaucoup en droits sociaux, vous n'avez plus d'arrêt maladie. Enfin, c'est très régressif socialement. C'est aller vers la précarité. Donc, on ne peut pas prôner ça comme solution révolutionnaire, hein, c'est clair que non. Mais je comprends que des gens le fassent à l'heure actuelle. Quand il n'y a pas de débouché collectif possible, vous tentez de vous démerder comme vous pouvez dans votre coin. C'est logique, c'est humain. Oui, et puis ça dépend des conditions, parce que toi, tu as un type d'entreprise qui n'est pas encore de l'ubérisation, où tu n'es pas un Deliveroo Oui, en train de livrer. moi j'ai un bon rapport de force. Il y a des entreprises sur lesquelles voilà, le salariat va être moins oppressant en fonction ou du patron, ou de la structure Exactement. collective, ou du contexte. Enfin, ouais, il faut peut-être pas être trop figé sur un seul type d'activité. Il faut regarder aussi un peu au cas par cas, mais en étant conscient que c'est quand même aussi une précarisation. C'est une précarisation de fait. On perd des garanties collectives fortes. Ça, voilà. Il n'y a pas à dire. Et ce qui pesait sur le groupe vous pèse plus sur vous tout seul. Mais tu disais tout à l'heure que finalement, on pouvait peut-être se passer de patron. Tu as dit aussi, finalement, il pouvait y avoir aussi un monde moins inégalitaire. C'est quoi ta vision de solutions possibles? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre système? Parce qu'on en parle très peu, c'est complètement absent du débat public. Et je peux donner une petite anecdote. Moi, il y a une dizaine d'années, je m'étais intéressé au débat de la fin des années 40, un débat politique. En regardant un peu les communistes qui tenaient des analyses très marxistes. J'avais regardé d'assez près les discours du général de Gaulle à l'époque, et c'était très intéressant de voir ces discours sur, en gros, le libéralisme, on a vu ce que ça a fait, hein, ça a fait la guerre, on laisse tomber, le communisme, ça ne marche pas, moi je pense qu'il faudrait un autre système d'entreprise, l'association, tout ça. Ça, je n'ai pas de parler des solutions, mais j'étais frappé de voir le niveau de discussion intellectuelle, de profonde. Alors que tu vois que Charles de Gaulle est à Quimper, il parle devant 50 personnes, dont 1% a fait des études supérieures, la moitié sont des agriculteurs. Le type est en train de leur dire c'est quoi l'entreprise, comment ça marche, les rapports de force, ça ne va pas, qui la possède. Tu dis, mais c'est quand la dernière fois que j'ai entendu ça, moi, chez quelqu'un de politique? Ça doit se compter il y a 20 ans peut-être. Hein. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu as comme solution et pourquoi c'est absent du débat public? Alors, c'est vrai que c'est très absent du débat public la question de comment on produit la richesse et comment on l'administre. Et en fait, on parle très peu, par exemple, des entreprises. C'était frappant. Moi, du coup, je m'étais penché un petit peu sur... donc ça, c'est un travail que je fais avec Guillaume Étiévent, donc qui est à Frustration Magazine et qui est économiste. Et lui qui a beaucoup travaillé sur l'idéal un peu du socialisme français au XIXe siècle, donc qui était la version, on va dire, un peu française de l'héritage socialiste, socialiste au sens strict du terme, qui était notamment, qui se penchait beaucoup sur les formes de contrôle ouvrier du travail, et donc de dépasser le capitalisme au niveau micro. Et je pense qu'il faut se pencher sur ce micro-là pour bien comprendre. Le système actuel capitaliste, c'est à l'échelle d'une entreprise, le patron qui prend l'argent du travail des autres, soit pour lui-même, soit pour ses actionnaires. Au milieu, un petit état-major qui s'assure que les choses soient bien réparties. Et c'est ça qu'il faut casser. Et donc, là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent. Et la solution, c'est de trouver un moyen pour que le travail revienne à ceux qui travaillent. C'est aussi simple que ça. Et c'est plutôt basique et c'est plutôt du bon sens, en fait. Hein. Et donc, pour ça, il y a des solutions qui sont l'autogestion, ou une structure coopérative, c'est-à-dire que ceux qui possèdent sont ceux qui travaillent. On peut imaginer des plans très clairs pour que ça se fasse par la loi, que la loi impose que chaque année, on peut faire une transition, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait une transition sur 5 ans, où chaque année, une partie du bénéfice de l'entreprise soit reversée aux salariés, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les salariés soient actionnaires majoritaires et que les actionnaires soient marginalisés. C'est de l'expropriation. Voilà. L'idée, c'est d'exproprier la bourgeoisie, de lui retirer le contrôle de l'économie. Ensuite, ça ne veut pas dire le colco, ça ne veut pas dire tout le monde à la même échelle, ça veut dire trouver les bonnes formes d'organisation ensuite
pour que ça fonctionne. Mais je pense que c'est très important d'imaginer les choses en grand, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une période, et je pense que le camp de ceux qui veulent le changement social souffre de ça, c'est-à-dire qu'on est un peu des gagne petits, quoi. J'ai l'impression que ce qui est mis en valeur, c'est la petite initiative locale par-ci, la petite coopérative par-là. Alors, c'est bien d'avoir des exemples concrets, sauf que des exemples concrets au milieu d'un océan de capitalisme, souvent, c'est vrai que ça marche pas trop. Moi, je pense que la seule façon de changer la société, c'est d'y aller franchement. Donc déjà, voilà, donc, par exemple, donc d'aller vers une socialisation progressive de l'économie. Socialisation, c'est remettre le capital à ceux qui travaillent. Et donc, en finir avec la distinction entre le capital et le travail. Et je pense qu'à la fin, on aurait une économie beaucoup plus productive, que par exemple, écologiquement, c'est beaucoup plus porteur, parce que ce qui fait la fuite en avant d'économie capitaliste vers le toujours plus, c'est parce qu'il y a 15% de retour sur investissement à faire pour les actionnaires. Et donc, quand vous avez cet objectif-là, comment vous pouvez vous poser la question de quel impact vous avez sur la survie de la planète? Or, dans une gestion plus démocratique, à partir du moment où les gens se payent, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre. S'il s'agit juste de se payer et de plus rémunérer les actionnaires, de plus financer le coût du capital, c'est une notion intéressante. Le coût du capital, c'était Besancenot, je crois, qui avait fait un bouquin là-dessus. Et on n'en parle plus trop du coût du capital, mais de se dire que notre économie, chaque année, il y a des milliards qu'elle perd pour rémunérer des actionnaires qui ne servent à rien. Donc, déjà, on aurait un coût en moins. Ensuite, on aurait une gestion plus rationnelle parce que plus démocratique des entreprises. Les entreprises pourraient se demander vraiment ce qu'elles font et pas payer des consultants qui font des livres verts expliquant le bien qu'elles pourraient faire. Il y aurait toute une gestion rationnelle de l'entreprise à faire. On pourrait se poser les vraies questions. A-t-on besoin de tous ces bullshit jobs, par exemple? Moi, je suis sûr que si on sort des contradictions actuelles du capitalisme, on n'a plus besoin de tous ces boulots inutiles. Donc, il y a plein de temps qui se dégage. Il faut aussi réduire le temps de travail, c'est très important. On ne peut pas continuer comme ça. Si on veut aller vers le plein emploi, il faut réduire le temps de travail. Moi, à ma connaissance, c'est la dernière solution qui a le mieux marché. Il y a eu de l'emploi créé grâce aux 35 heures. Donc, il faut aller vers ça aussi. Donc, là, ça fait partie des pistes. Mais c'est vrai que du coup, l'idée, c'est de priver progressivement, à une échéance plus ou moins longue. Moi, je pense que malheureusement, on ne peut pas échapper à certains changements radicaux. Parce que la bourgeoisie, si on ne la prend pas un peu par surprise, elle est toujours en train de se réorganiser. C'est elle la classe la plus forte. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut frapper un grand coup. Il faut exproprier la bourgeoisie de à peu près tout ce qu'elle contrôle. Donc il faut la priver de ses possibilités de pouvoir. Et puis les bourgeois, qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Ils vont redevenir des gens normaux. Voilà. Et puis ils vont travailler comme les autres. Et puis peut-être qu'ils seront mieux, peut-être qu'ils feront plus de films sur leur spleen et leur ennui de gens qui n'ont pas de problème. Peut-être qu'ils vont découvrir que la vie est plutôt cool. Et surtout, ils vont arrêter d'emmerder les autres. C'est surtout ça qui est important. Donc, ce plan-là, c'est comment on arrive à une société sans classe. Voilà. Le projet, c'est la société sans classe. Certains appellent ça communisme. Est-ce que ce mot parle encore? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à repenser les choses comme ça. Et pour revenir sur ta question, pourquoi on n'en parle pas? Oui, pourquoi? Mais parce qu'en fait, il y a plusieurs explications. Il y a une explication sociologique. C'est que le personnel politique, y compris de gauche radicale, est très loin de la sphère du travail, en réalité. Parce que, aussi, la politique s'est professionnalisée. Donc, en fait, les politiques, c'est des gens qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps. Alors, il y en a qui sont plus ou moins sensibles à ça, malgré ça, qui essaient toujours de se... Mais il y en a d'autres, ils ont lâché l'affaire. Quand ils parlent du travail, on sent que... ils ne savent pas du tout ce que c'est. Donc, ce n'est pas un sujet qui les percute beaucoup. Moi, ce que j'ai remarqué aussi à gauche radicale, c'est qu'en fait, on ne parle pas... Nous, notre solution, elle est en amont. En amont, on coupe les vivres à la bourgeoisie. Or, souvent, le réflexe actuel, c'est de dire il faut taxer les riches. Et donc, taxer les riches, c'est une fois qu'ils nous ont bien dépossédés, on va aller leur reprendre sous forme d'impôts. Alors, c'est une solution, mais moi, je trouve finalement, c'est une solution de court terme. C'est-à-dire, à la fin, il faut quand même leur couper des vivres. C'est quand même ça qui compte. Et j'ai l'impression qu'on ne fait que parler de la question de la fiscalité. Évidemment qu'il faudrait une fiscalité plus juste, mais si on veut vraiment une société sans classe, et moi je pense qu'il faut avoir des ambitions, surtout à l'heure où la société de classe est en train de bousiller la planète, parce qu'il y a un problème de survie aussi, quoi. Donc il y a quand même un compte à rebours qui est lancé. On ne peut pas simplement se poser la question de la fiscalité. Alors certes, mais on est aussi dans un cadre très contraint, en particulier au niveau de l'Union européenne. J'aimerais envie de te faire réagir sur une phrase d'Alain Madelin, puisque les libéraux parfois sont très cash et très, ils ne te font pas des grands virages pour dire la réalité. Ici, c'est une déclaration qu'il a faite pendant la campagne de Maastricht en 1992, où il explique que la construction européenne porte une belle promesse libérale, que le traité de Maastricht agit comme une assurance-vie pour éviter le retour à l'expérience socialiste pure et dure de 80-83. L'Europe impose des contraintes, mais ce sont des contraintes heureuses, car ce sont des contraintes libérales. Bon,
ne peut pas dire quand même que la réalité lui a donné tort. Il avait prévenu, c'était bien écrit. Comment on fait pour améliorer les choses dans ce cadre européen qui, en plus de ton niveau du travail le voit très bien, passe son temps à nous imposer en plus des dégradations supplémentaires, des réformes de l'assurance chômage, des retraites, du droit du travail? C'est très important, cette citation, elle est magnifique. Je pense que c'est très important de se pencher sur cette période des années 80 et il n'y a pas longtemps, moi, j'ai lu la BD Le choix du chômage, super bien, sur ces années-là et notamment, moi, ce que je trouve intéressant, parce que c'est une BD qui est basée sur des entretiens avec tous les acteurs de l'époque et leur thèse, c'est de dire que, bah, il y a eu un choix délibéré de choisir le chômage de masse, voilà, pour pouvoir faire tourner l'économie capitaliste. Et ça parle beaucoup de la construction européenne, parce que la construction européenne, c'est le choix du chômage, c'est le choix de se priver des outils de réduction du chômage. Et donc, bah oui, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette construction européenne a été faite, avec cette idée de se donner des carcans pour empêcher d'autres possibles, dont le possible de 80-83, qui a été le dernier. Enfin, il y a eu un peu la période des 35 heures en termes de. Mais la dernière grande période de conquête sociale en France. Ouais, il n'y a pas d'alternative de Thatcher, hein, le Voilà, c'est TILA. ça. Et donc, non seulement on essaie d'éliminer les alternatives dans les esprits, et on les élimine institutionnellement. Voilà, et sur l'Union européenne, c'est que ça. C'était le président de la Commission européenne qui avait dit il n'y a pas de démocratie contre le traité au moment où Alexis Tsipras avait tenté de faire les choses différemment. Et moi, la période Tsipras, voilà, là, j'avais bien suivi en détail, et c'est quand même fou de voir que même la démocratie ne pouvait pas changer des règles qui sont faites pour réduire des possibilités. Mais ce qui est intéressant, moi, je trouve que faut pas fétichiser non plus cette Union européenne, c'est que l'Union européenne a été construite par des gens, quoi. Donc, elle peut être détruite par des gens. Euh, et que effectivement, ces cadres des traités, ils sont contraignants, mais ils ont d'abord été faits par des gens qui voulaient maximiser les profits de la bourgeoisie et empêcher d'autres expériences institutionnelles et surtout économiques. Donc, oui, effectivement, je pense qu'on doit à fond affronter la question de l'Union européenne. Et, et moi, alors, je trouve que ça s'est un peu calmé, mais l'Union européenne, c'est une mythologie capitaliste, quoi. Nous faire croire que l'amour entre les peuples nécessite des contraintes budgétaires et nécessite l'absence d'alternatives à l'économie néolibérale, c'est plutôt malin, mais je pense pas que ça ait fonctionné. Et il ne faut pas avoir peur d'affronter cette question et de se dire... Moi, je suis toujours surpris du fait que, bah, en France, c'est très dur de dire que l'Union européenne, ça va pas du tout, parce que derrière, il y a l'idée qu'on s'opposerait à l'amitié entre les peuples et à la paix dans le monde, quoi. Mais ça n'a rien à voir, en plus. Enfin, l'Union européenne, elle crée du désordre, elle ne crée pas la paix entre les peuples. C'est pas l'Union européenne qui a empêché la guerre avec l'Allemagne, c'est le désarmement de l'Allemagne et c'est la dissuasion nucléaire. Enfin, malheureusement, la réalité est moins... ce qui fait la paix dans le monde, c'est la dissuasion nucléaire, c'est pas la belle Union européenne, quoi. Dans cette Union européenne, il y a un fantasme technocratique aussi, qui est de dire, de faire en sorte que les décisions ne soient plus des décisions politiques, mais des décisions techniques. C'est ça aussi l'Union européenne, c'est tout le pouvoir à la Commission européenne, c'est tout le pouvoir à des experts. C'est l'idée qu'il n'y a pas de débat à avoir sur le niveau de retraite, c'est qu'il y a une seule voie vers la vraie vérité, c'est la réforme des retraites. C'est un fantasme techniciste aboutissant à la maximisation du profit de la bourgeoisie européenne et mondiale, avec ce projet d'abolir la démocratie. Je suis persuadé, à la fin, c'est ça. Ils veulent de la démocratie à la marge, choisir ses représentants parmi les représentants bourgeois. C'est ça la démocratie qu'ils nous proposent. Mais sur les vraies questions, pour eux, ça ne doit pas être sujet à débat. Alors, ils trouvent ça anormal. Enfin, le fantasme de Macron, c'est d'avoir, par exemple, un système de retraite dont on ne débat plus sur le niveau de départ, mais dont ce niveau de départ à la retraite est ajusté chaque année en fonction de paramètres budgétaires définis par des experts du comité d'orientation des retraites à base de courbes qui se croisent. Enfin, et ça, c'est le fantasme européen aussi. Ce que tu dis là, c'est assez hérétique, hein, pour la bourgeoisie. Tu as écrit un article que je recommande, qui est très intéressant, très drôle, très vrai, sur ton expérience d'invité dans les médias d'information. Puisqu'en plus, moi, je l'ai été aussi il y a une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'on m'invite plus pour certains propos sur la démocratie ou sur l'international. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ta vision et ton expérience pour les gens qui l'ont pas lu?
Oui, c'est vrai que cet article, ce genre d'article où par moment je raconte des anecdotes de trucs que j'ai fait et je racontais à je sais plus qui, comment ça se passait sur les plateaux télé en vrai, quoi. Et il me disait: «Il faudrait que tu l'écrives». Du coup, je l'ai écrit. Et donc vous allez dans ces fameuses émissions de débat. Alors moi, j'allais sur France Info. J'ai beaucoup fait France Info, l'émission Les Informés, ce qui est un titre trop drôle parce que j'ai jamais vu des gens aussi peu informés, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent les mains dans les poches, c'est toujours les mêmes, c'est des rédacteurs en chef de journaux, et cetera. Ils sont là, de quoi ça parle aujourd'hui? Enfin, le sujet, ils s'en foutent. Les sujets vous sont envoyés 1 heure à l'avance, donc bon, autant dire que vous pouvez pas vraiment les travailler. De toute façon, il s'agit pas de ça, il s'agit d'échanges entre gens d'accord, dans la même vulgate. Et ce qui est intéressant, ça, c'est un peu sur les conditions pratiques que je raconte, mais c'est aussi de voir qu'il y a des dogmes dans ce genre d'émission de débat, c'est-à-dire qu'il y a des choses acceptables et d'autres inacceptables. Donc, on est dans le commentaire, on est dans la spéculation beaucoup. Ces gens, ils spéculent, ils disent, voilà, est-ce que Taubira va se présenter? Est-ce que Anne Hidalgo va se désister? Donc voilà, alors là, ça ne nécessite aucune compétence, n'importe qui peut le faire, hein, je peux vous dire. Donc bon, déjà, et on voit bien pourquoi ces débats, c'est pas très intéressant. Et puis derrière, il faut être dans le cadre. Il y a un cadre implicite. Et on ne vous dit pas, si vous venez, vous devez être pro-capitalisme, mais en fait, c'est ça qui se passe. Et si vous commencez, et ça se passe beaucoup sur les mots, quoi, si vous commencez à sortir un certain nombre de mots, ça met la sale ambiance. Par exemple, parler de la bourgeoisie, c'est clairement pas, vous n'entendrez pas parler de bourgeoisie dans les... On peut dire à la limite les plus riches, et déjà ça, ils sont là, ouh là là. Et il y a des choses comme ça. Oui, les millionnaires alors, hein, mais Oui, pas oui, oui. avant. Hein. Ah oui, oui, il faut pas... Et en fait, vous êtes tout le temps recadré, notamment par le journaliste qui est censé animer le débat, qui est censé être neutre. En réalité, Et lui, créateur de richesse, attention. c'est l'arbitre, voilà, à la façon des Salamé. C'est l'arbitre. Il est là pour vérifier que tout reste dans le cadre bien et qu'on va déranger aucune certitude. Aucune certitude de la bourgeoisie, des propriétaires de ces médias, etc. Donc ça, c'est une chose qui m'a frappé. Il y a une autre chose qui m'a frappé, c'est que leur dogme aussi, c'est jamais donner la parole aux concernés. C'est toujours des gens qui sont complètement hors sol, qui viennent parler. Et donc notamment, moi, ce que je trouve toujours violent, c'est chaque année, quand le gouvernement décide de ne pas augmenter le SMIC, vous allez avoir des débats entre experts sur faut-il ou non ne pas augmenter le SMIC, et c'est que des gens qui ne sont pas concernés par le SMIC. Alors là, et c'est comme ça tout le temps. Et surtout, autre propos que je développe, vous devez faire semblant de ne pas avoir de conviction. C'est-à-dire qu'on est commentateur, On est neutre. on est neutre. Vous faites comme si vous étiez un spectateur désintéressé, alors qu'on a affaire à des gens qui sont à la tête de grands journaux, qui gagnent bien leur vie, qui sont tout à fait intéressés, qui sont souvent très pro-Macron ou pro-candidat du système, qui sont... C'est des trucs simples, hein, mais souvent, ils sont très anti-Mélenchon. Les journalistes, ils détestent Mélenchon, la plupart, et ça se ressent. Dans les coulisses, ils vous disent les pires trucs sur Mélenchon. Moi, je ne suis pas que pro-Mélenchon, etc. Mais je constate quand même qu'il y a une réalité de cette détestation dans la profession. Donc ça, c'est des sortes de préalables. Il y a des préalables sur la démocratie. Vous devez reconnaître la démocratie représentative. Si vous dites qu'on n'est pas en démocratie, qu'on est dans un système aristocratique ou que sais-je, ça, vous n'avez pas droit. Ah, je ne savais pas à l'époque, je l'ai dit, flûte. Oui, non, mais il y a des trucs. Et moi, une des dernières fois, c'était l'entre-deux tours de 2017. Et moi, j'avais dit que je comprenais les gens qui voulaient s'abstenir. Et ça, il n'y avait pas droit, quoi. Là, il y a des choses comme ça et des implicites. Voilà, il fallait voter pour Macron. Le Pen, c'est terrible. Et je suis d'accord que Le Pen, c'est terrible, mais en fait, il n'y avait pas droit. L'abstention, par exemple, c'est très tabou. L'abstention, c'est mal, parce que l'abstention, c'est vous ne participez pas au jeu démocratique. Or, il faut participer au jeu démocratique, parce que c'est la démocratie, c'est bien la démocratie. Vous êtes contre la démocratie. Et donc, c'est ce genre de... Là, c'était un peu ma dernière fois. Parce qu'en fait, il y a des moments où vous franchissez les limites à ne pas franchir, et vous le sentez, et on vous le fait sentir. Pour finir, j'aimerais bien justement qu'on dise un mot de la démocratie. Je te propose ici une représentation qu'on a faite de la décomposition des différentes assemblées nationales depuis 1871 par catégorie socio-professionnelle, où on voit que, bien évidemment, la moitié de la population, voire même les 3/4, est extrêmement mal représentée, puisqu'on voit la catégorie des ouvriers employés n'a fait qu'une vingtaine de pourcents en 1946 et qu'il n'y en avait plus qu'1% en 2007, alors que c'est la moitié de la population en 2007. Il n'y en a plus que 1% des députés. Tout le reste, c'est des cadres supérieurs, des avocats, des chefs d'entreprise. Est-ce qu'avec tout ça et avec nos systèmes institutionnels, est-ce qu'on est en démocratie? Puisque tu as dit, bon, c'est un tabou, faut pas mettre ça sur la table, mais alors que c'est un point fondamental. C'est-à-dire que quand on voit ce graphique, on ne peut pas soutenir qu'on est en démocratie, puisque la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, donc dans toutes ses composantes. Or, là, les représentants du peuple sont
majoritairement des membres de la bourgeoisie ou de la sous-bourgeoisie. Enfin, même pas majoritairement, là, on parle de façon écrasante. Donc, ça a des effets très concrets que moi, j'ai pu voir à l'Assemblée nationale. C'est qu'en fait, à l'Assemblée nationale, vous avez des bourgeois. Voilà, ce sont eux, et ce sont les bourgeois qui se prononcent sur toutes les lois qui vont concerner tous les autres. C'est ça qui est fou. Et qui vont ménager d'ailleurs leurs propres intérêts. Petite parenthèse, parmi les 75%, il y a beaucoup de médecins. C'est une des professions les plus représentées à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que rien ne bouge pour ce qui est de la législation liée à la lutte contre les déserts médicaux. Ça fait partie des choses où il y a une inertie pas possible en France. C'est-à-dire que la médecine libérale estime qu'elle a le droit de s'installer où elle veut, qu'elle veut surtout pas de contraintes. Ils appellent ça de la coercition. Je peux vous dire que quand vous parlez de ça à l'Assemblée nationale, ils poussent tous des cris, quoi. Il n'est pas question de réglementer le secteur de la santé et d'essayer de discipliner un peu la corporation médicale qui se sert franchement grâce à la sécurité sociale, mais qui refuse derrière d'aller dans tous les territoires qui n'ont pas de médecins. Et c'est un vrai problème de santé publique. Je pense cet exemple parce que ça, c'est vraiment, on voit bien que là, il n'y a pas une gestion d'intérêt général. Et puis ensuite, c'est le cas pour toutes les lois liées à l'économie. C'est le camp des employeurs qui est représenté, mais alors là, sans problème. Donc du coup, on ne peut pas dire que ce soit une démocratie, mais même si dans notre Constitution, il est dit clairement que le député est le représentant du peuple, il est représentant de la nation. Donc on n'a pas droit, et c'est là que je dis que c'est un tabou, c'est qu'en fait, dans le texte, on n'a pas le droit de remettre en cause ça. Si on apporte ces données sociologiques, on va vous dire oui, mais non. Parce que par l'opération du Saint-Esprit, n'importe quel bourgeois qui est député a en tête les intérêts de toute la population. Ça, c'est vraiment la mythologie républicaine, quoi, et qui est partagée par tout le monde. Et en fait, la sociologie de l'Assemblée heurte cette mythologie républicaine. On voit bien qu'il y a un problème, que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, on n'est pas, effectivement en démocratie. On appelle ça comme on veut, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, si on est un peu exigeant par rapport à ce qu'est la démocratie. Et puis, ce qu'on voit au niveau de l'évolution, c'est que, en fait, le pic que moi aussi j'ai en tête, c'est celui de 1946, parce que c'est une forte poussée du Parti communiste. Et le Parti communiste était une des seules organisations politiques en France qui a eu une conception ouvriériste de la politique, c'est-à-dire de dire ce sont aux ouvriers d'être représentés par des ouvriers. Donc, c'est eux qu'on doit faire monter dans le parti. Mais depuis, cette politique, elle a été abandonnée, notamment par le Parti communiste, qui est maintenant vraiment un parti bourgeois, ou petit bourgeois. En tout cas, ce n'est pas des gens qui ont en tête sa représentation des ouvriers. Mais alors, il faudrait quoi pour qu'on soit plus en démocratie? Alors là, il faudrait des tas de choses, mais déjà, on pourrait J'en prends deux ou trois, vas-y. On pourrait imaginer, dans les propositions, c'est très partiel, mais et on veut la parité entre les hommes et les femmes, c'est indispensable. Alors, pourquoi on ne veut pas aussi la parité sociale? On représente les catégories socio-professionnelles de la même façon qu'elles le sont dans la société. Franchement, et si on avait ça, il faut imaginer les effets, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait 20% d'ouvriers, que dès qu'il y aurait des réformes du Code du travail, blablabla, complètement hors sol, où on parle de collaborateurs, vous auriez des ouvriers qui soient là parmi les députés qui disent « Attendez, regardez ce que j'ai vécu ». Donc je pense que ça produirait des effets. Mais bien sûr, on ne peut pas concevoir les choses de point de vue uniquement institutionnel. On aura beau avoir les institutions les plus paritaires socialement possibles, tant que la bourgeoisie aura ce niveau de pouvoir sur nos vies via le travail, via les médias, via les productions culturelles, on aura beau avoir une Assemblée nationale équilibrée socialement, bon, ça l'embêtera, c'est sûr, mais ça ne résoudra pas le problème. Donc en fait, il faut agir sur tous les fronts à la fois, dont effectivement le front institutionnel, mais juste, je me méfie des solutions qui parlent que du front institutionnel. Par exemple, la question du référendum, elle est très importante parce qu'effectivement, le référendum, si on y avait recours plus souvent, permettrait de court-circuiter cet entre-soi social. Et ça a été le cas en 2005 sur le traité constitutionnel européen. Pour le coup, le référendum a court-circuité l'espèce de symbiose bourgeoise qui régnait autour du oui. Et le non est survenu parce qu'en fait, on a consulté les gens différemment. Donc, bien sûr, si on avait des référendums plus souvent, c'est sûr que les choses iraient mieux. Mais les bourgeois ont court-circuité la démocratie après. Oui, exactement. C'est le petit problème. C'est ça le problème. La suite de l'histoire, c'est que quand même, malgré cette expression, n'empêche qu'il y a quand même eu cette course effrénée vers l'institutionnalisation de cette Union européenne-là. Donc en plus, ça a échoué. Donc c'est pour ça que je dis, en fait, oui, les bourgeois, ils sont en telle position de force que vous pourrez leur imposer des croche-pattes institutionnelles et qu'ils arriveront toujours à les contourner. Donc il faut agir sur les deux fronts à la fois. Il faut régler la question institutionnelle tout en réduisant le pouvoir de la bourgeoisie. Nous sommes arrivés au bout de cette interview. Je te pose notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, n'est connu que de peu de personnes, mais qui mériterait d'être connu de tous? Moi, je pense vraiment, ce qui est connu de peu de gens, c'est que notre société est plus inégalitaire et
elle est plus divisée entre capital et travail qu'elle ne l'était à l'époque de Marx, et que quand on parle de la lutte des classes, statistiquement, la lutte des classes, c'est un concept plus pertinent en 2022 qu'en 1848, au début du XXe siècle. Qu'à l'époque où Marx et le mouvement ouvrier prenaient leur ampleur, et allaient déterminer un siècle d'histoire, en fait, ils parlaient d'une réalité qui concernait assez peu de gens, qui concernait les ouvriers des grandes villes, mais le reste, c'était une population rurale qui était loin de ces logiques-là. Donc ça veut dire qu'avec la situation actuelle, qui est beaucoup plus proche de ce qu'on théorise, qui est beaucoup plus liée à la vie des gens, on a vraiment le carburant pour changer la société. La société est beaucoup plus prête à sortir du système capitaliste qu'elle ne l'était à l'époque de Marx. Or, on nous raconte tout le temps l'inverse. On nous dit, oui, mais à l'époque, évidemment, c'était difficile, donc les gens étaient prêts à... Non, c'est maintenant que le fruit est mûr, et je pense que plus de gens auraient intérêt à voir la réalité comme ça.